vous accueille aujourd'hui à Clermont et on en est très content et très fiers. Donc, c'est notre laboratoire, le CRCGM. Alors c'est difficile à dire, mais une fois pour toutes, ça veut dire Centre de recherche clermontois en gestion et management. Et ce centre de recherche regroupe les deux universités clermontoises et l'école de commerce qui est devenue France Business School. Donc tous ces gens vont prendre la parole un par un pour vous remercier d'être venus et nous expliquer un petit peu ce qu'ils pensent de l'AIMS. Je vais commencer par... Bonjour, alors je ne sais pas si je vais vous dire ce que je pense de l'AIMS, pas certain. Non, en revanche, je privilège de l'âge peut-être, de l'ancienneté. Ouais, le CRCGM, ça remonte à pas mal d'années, ma chère Sonia. Tu n'étais pas là, moi j'y étais déjà. Et c'est surtout peut-être le privilège de l'hôte. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à l'Université d'Auvergne. Donc comme président de l'Université d'Auvergne, je me réjouis que le site clermontois ait pu accueillir ce colloque. Alors, colloque de l'AIMS, Association internationale de management stratégique. C'est l'occasion pour moi, et vous ne m'en voudrez pas, de vous présenter le modèle stratégique de l'Université d'Auvergne. Ça vous intéresse? J'espère vous intéresser quelques instants. L'Université d'Auvergne est une université qui a été confrontée, il y a quelques années, à un double problème que les universités connaissent bien, que les entreprises, connaissent bien. Le premier problème, c'est un problème de croissance. Je m'adresse à des spécialistes. Vous savez que dans certaines circonstances, la croissance est quelquefois plus difficile à manager que la récession pour une entreprise. En tout cas, ça pose des questions de notre ordre. Et en même temps, on a eu, comme toutes les universités françaises et européennes, une évolution importante de l'environnement externe, ce que certains appellent une plus grande ouverture à la concurrence, ce que les entreprises connaissent bien, la déréglementation des marchés, c'est des choses connues, c'est presque des choses qui relèvent de l'histoire de l'entreprise. Alors comme toutes les universités, nous avons été confrontés à cette évolution forte de l'environnement universitaire, mais en même temps, nous avions une question de croissance à régler. Pour vous donner une idée, l'Université d'Auvergne en 2011, c'était à peu près 11 000 étudiants. Aujourd'hui, c'est 17 000. Vous voyez que c'est un ratio relativement important. Pour ce faire, nous avons essayé de développer, nous aussi, un modèle de management stratégique, de manière à essayer de faire face à ces deux chocs externes. Et notre stratégie a toujours été, vous voyez, je me soumets à votre appréciation, non pas de prendre ces évolutions comme des adaptations nécessaires, en tout cas qui appelaient des adaptations nécessaires, mais nous avons essayé plutôt d'anticiper ce que les économistes appellent la flexibilité d'initiative, ce que les gestionnaires, je crois, appellent la proactivité ou l'anticipation des reconfigurations de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons une offre de formation qui est relativement solide, qui est bien régulée. Écoutez, vous êtes ici, certes en province, mais vous êtes ici dans la deuxième université française en termes de taux d'insertion professionnelle. Pas au sens du ministère, au sens où nous l'entendons aussi, c'est-à-dire avec des enquêtes d'insertion professionnelle à 6 mois, 1 an, 18 mois. Et vous trouverez par exemple sur le site de l'université une transparence totale de l'insertion professionnelle de nos étudiants qui nous conduit à faire certifier aujourd'hui cette information. Nous sommes une université aujourd'hui, nous sommes la 4e en termes de réussite des étudiants en licence, nous sommes la 7e en termes de réussite en master, et c'est un signe de fierté pour les collègues, et nous sommes la seule université à être 2 fois dans le top 10 de la réussite en licence et en master. Nous sommes une université qui régulons régulièrement l'offre de formation. Nous avons fermé une 20aine de diplômes, non pas parce qu'ils étaient fondamentalement mauvais, mais parce que relativement aux autres, eh bien, nous avons considéré que nous n'avions pas les ressources à y mettre de manière à assurer la pleine qualité de nos formations. Nous avons restructuré la recherche. Je crois que nous avons eu un rôle moteur sur la création du CRCGM. Bon, j'ai la toute petite faiblesse de penser que cette idée m'est menée dans un coin de mon cerveau, parce qu'il nous semblait que faire de la bonne recherche en gestion à Clermont-Ferrand était illusoire si nous ne créions pas ensemble une joint venture commune, mais une vraie joint venture entre l'ensemble des établissements relevant de l'enseignement supérieur et qui avaient une activité de recherche en gestion. Aujourd'hui, à quelques années, là aussi, les résultats sont au rendez-vous. Nous avons mis en place un indicateur, un programme de chaires dans le cadre de la fondation de l'Université d'Auvergne.
Les 3 premières chaires sont des chaires qui relèvent du CRCGM. Une chaire sur la responsabilité sociale des entreprises, j'y reviens pas, puisque tout à l'heure nous aurons la chance d'accueillir Daniel Chéron, directeur général de la holding Limagrin, qui peut-être nous dira quelques mots de ce mode de management qui va de pair. Nous avons également créé une gestion dans le cadre de la RSE. La première, pardon, c'était sur l'alter-gouvernance, toutes mes excuses. Et nous sommes aujourd'hui en train de créer une chaire sur le management des situations extrêmes. Et dans le même temps, nous avons créé une chaire autour de la confiance et du numérique. Bon, voilà. Une université qui essaie de réguler, une université qui coopère, nous disait-on à l'époque, avec les compétiteurs, mais j'ai vu qu'il y avait une séance sur la coopération et la concurrence. Une université qui essaie de jouer des évolutions de son environnement et qui essaie d'apporter la preuve, chers amis, qui venaient de l'international, mais aussi de toutes les provinces françaises et peut-être aussi de grandes villes universitaires, qui essaient d'apporter la preuve qu'il y a la place en France, aujourd'hui, pour des universités à taille humaine, avec une bonne lisibilité nationale et internationale et de bons résultats. Nous avons un tropisme très marqué pour notre territoire auvergnat, mais comment pourrait-il en être autrement? Nous nous appelons Université d'Auvergne, donc cela nous donne une responsabilité supérieure, et nous avons une stratégie d'ancrage territorial très affirmée qui nous conduit à développer des campus non seulement à Clermont-Ferrand, mais également au Puy, à Aurillac et à Vichy, et une volonté farouche de travailler et de maximiser toutes les relations qui existent avec les parties prenantes externes. C'est ce qui nous a conduit à porter sur les fonds baptismaux la première fondation universitaire du dispositif Pécresse, qui est aujourd'hui reconnue comme l'une des fondations universitaires qui compte aujourd'hui, avec des opérateurs nationaux, avec des opérateurs internationaux, avec des opérateurs régionaux. Bon, voilà ce que je voulais vous dire de ce modèle de développement. Vous voyez, c'est un peu apologétique. Je ne pouvais pas vous empêcher de le défendre, ce modèle. Mais comme je sais que j'étais devant un parterre de professionnels du management stratégique, et comme j'espère que nous aurons l'occasion de nous croiser entre les sessions, dans les couloirs ou entre 2 repas, peut-être dès lors, cette présentation un peu apologétique vous aura fait réagir et vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Je voulais remercier en tout cas tous ceux grâce à qui cette conférence est aujourd'hui logée dans ces murs et puis ces prochains jours dans d'autres lieux universitaires sur le site universitaire clermontois. Dans cette recherche de la notoriété et de l'excellence dont je vous parlais, accueillir des conférences de ce type avec des sociétés savantes de ce type, c'est évidemment pour nous un signe de fierté et peut-être, j'ai la faiblesse de le penser, une reconnaissance que vous avez bien voulu nous faire. Donc je voudrais remercier les artisans. Alors d'abord le comité scientifique en la personne de son président Régis Cœur de Voix, Roi. Voilà, un troisième j'y arrive, hein. Régis Cœur de Roi. Voilà, au bout de 3... Ouais, c'est pas si difficile à retenir, vous avez raison, qui a choisi de venir se poser sur les terres auvergnates. Je voulais remercier les artisans locaux de cette opération. Il a fallu travailler en un temps record. Notre ami Mathieu, dont j'ai oublié le petit nom, Pierre Mathieu, notre collègue de l'université Blaise Pascal, Sonia Capelli, qui a pris la parole au tout début, et directrice du CRCGM, et qui a beaucoup fait pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Et je ne voudrais pas vous quitter sans remercier notre conférencier, qui est Daniel Chéron, mais je pense que ce sera fait à nouveau, qui a accepté, malgré son agenda que nous connaissons très chargé, de venir ouvrir ici, en Auvergne, cette conférence de l'AIMS. Limagrin est un des tout premiers opérateurs en Auvergne et je crois que symboliquement, c'était aussi la première chaire de recherche du CRCGM sur l'alter-gouvernance. Et donc il était important que nous puissions associer à cette grande manifestation l'une des principales entreprises de la région auvergnate. Voilà, je vous remercie. On m'avait dit 5 minutes, j'ai débordé. Je suis sincèrement désolé. À plus tard.
Alors, au nom de l'Université Blaise Pascal, hein, bien sûr, je tiens à m'associer aux propos de Philippe Dulbecco, à la fois pour vous souhaiter la bienvenue sur le site de Clermont-Ferrand, hein, en espérant voilà, que ces journées de travail seront agréables et efficaces. Pour remercier également donc l'ensemble des organisateurs, hein, à la fois au sein du comité scientifique et dans le comité d'organisation locale, justement pour bien la qualité de leur travail hein, préparatoire hein, à ces journées, parce qu'on sait très bien effectivement que voilà, le fait de réunir près de 200 personnes, hein, bon, je dirais dans un temps relativement serré, hein, et d'arriver à articuler, je dirais, tout un programme hein, extrêmement diversifié, à la fois de conférences plénières, d'ateliers, tout cela tient parfois un petit peu de l'exercice d'équilibre. Donc, vraiment, merci à eux hein, justement pour avoir, je dirais, préparé à la fois intellectuellement et de façon logistique, je dirais, ces journées. Puis, je tiens également voilà, à dire pourquoi, pour l'Université Blaise Pascal, hein, cette manifestation est importante. Tout d'abord, premier point, parce que voilà, nous vous accueillons, vous, à IMS, hein, c'est-à-dire une société qui, je dirais, est très largement ouverte hein, à l'espace francophone et plus largement hein, à l'échelle internationale. Et je crois que c'est un élément, bien entendu, hein, essentiel du développement d'un site comme le nôtre, hein, que de pouvoir justement s'ouvrir plus largement encore à l'international en utilisant évidemment hein, les réseaux dans lesquels nos chercheurs sont impliqués. Parce que bien sûr, si nos établissements sont très fortement implantés dans leur territoire, hein, et justement, et c'est bien entendu ce qui fonde aussi hein, je dirais, leur première mission, eh bien cet ancrage territorial doit bien entendu être articulé avec une intégration forte et toujours plus forte dans des réseaux nationaux et internationaux de formation et de recherche. Donc il me semble que justement l'accueil de ces conférences hein, bien, participe de ce rayonnement international de nos établissements et plus largement du site clermontois. Le deuxième élément, je dirais, qui fait hein, que l'Université Blaise Pascal hein, est heureuse hein, également d'accueillir, enfin, participer à l'accueil de cette conférence, c'est le fait, bien entendu, que je dirais, elle concerne un domaine hein, scientifique, les sciences du management, hein, qui est un domaine hein, qui est, je dirais, partagé par plusieurs établissements du site. Ça a été rappelé par Philippe Dulbecco, le CERCGM. Justement, c'est en quelque sorte un laboratoire qui est un petit peu, voilà, qui manifeste, on va dire, la construction hein, du site clermontois d'enseignement supérieur et de recherche, je veux dire, en action, hein, avec l'association hein, donc des deux universités, hein, l'Université d'Auvergne, l'Université de Blaise Pascal, et puis également donc l'école de commerce, hein, French Business School. Donc, on a là véritablement dans un travail commun, dans une construction commune, hein, une politique scientifique entre différentes structures, différentes institutions, qui n'ont bien entendu, hein, je dirais pas la même manière, hein, évidemment, hein, de concevoir là, dans leur stratégie, évidemment, et dans leur politique de formation et de recherche, hein, je dirais les sciences du management et de la gestion. C'est vrai que pour l'Université Blaise Pascal, hein, qui n'a pas de filière à proprement parler hein, de gestion, je dirais que l'adossement au CRCGM, hein, c'est un moyen justement pour toute une partie de nos formations, qu'il s'agisse dans le domaine des langues appliquées, qu'il s'agisse dans le domaine, on va dire, du commerce international, hein, dans le domaine de la technologie du commerce international, qu'il s'agisse dans le domaine aussi de tout ce qui peut être, je dirais, activité de tourisme hein, et de loisirs. Ben, c'est ce qui permet justement de donner aux formations, à ces formations-là, je dirais, un ancrage je dirais, dans le monde professionnel, dans les problématiques évidemment économiques hein, de leur environnement professionnel. Et c'est ce qui permet aussi, bien sûr, d'adosser cette dimension professionnelle à une activité de recherche. Donc, c'est vrai que c'est pour cela que l'Université Blaise Pascal est attachée évidemment au développement du CRCGM, hein, parce que, bien entendu, ça participe de l'effort de professionnalisation hein, des formations dans différents secteurs hein, que nous avons engagé déjà depuis plusieurs années. Et puis, je dirais,
la troisième et dernière raison qui fait que ces journées sont importantes pour nous, c'est que bien entendu, je dirais, ces journées ont été véritablement conçues comme je dirais, un moment important d'échange et de construction aussi, de construction intellectuelle par l'apport, on va dire, de différentes approches. On n'est pas là dans je dirais, dans une logique strictement magistrale, en quelque sorte, où les données, des résultats sont en quelque sorte diffusés du haut vers le bas, mais plutôt effectivement dans une logique, on va dire, de construction collective, avec notamment un dialogue qui est mis en avant entre, on va dire, les milieux académiques d'une part, et puis justement les acteurs de l'économie, du management stratégique, et je tiens comme Philippe, évidemment, à saluer, je dirais, notre conférencier de cet après-midi, Daniel Chéron, effectivement, qui tient vraiment à remercier pour avoir justement pris de son temps, justement, pour nous apporter aussi son approche. Il me semble justement que ce dialogue fécond entre je dirais, les industriels, les personnes qui mettent en œuvre l'économie, et puis justement ceux qui en dégagent des modèles, des modèles scientifiques, il me semble que cela, c'est aussi la raison d'être de ces journées. Voilà, donc, je m'arrête là et je tiens donc une dernière fois à vous souhaiter des excellentes journées de travail et d'échange. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers membres de l'IMS, bonjour. Je suis donc Richard Soparno, je suis le directeur de la recherche de France Business School. Je ne me livrerai pas, comme le président avant moi, à vous exposer la stratégie générale de France Business School, puisque nous sommes engagés dans une stratégie de rupture. Tout ce que je puis vous dire par contre, c'est que c'est beaucoup plus agréable de la lire, d'observer, d'analyser, que de la vivre comme manager intermédiaire. Voilà, mais je n'irai pas plus avant dans mon propos. En tout cas, je souhaitais, comme mes collègues avant moi, évidemment, vous souhaiter la bienvenue à cette 22e conférence de l'IMS, et je tenais évidemment à vous dire à quel point nous sommes fiers d'accueillir cette grande et belle institution dont je suis moi-même membre. Je tenais chaleureusement à remercier évidemment le CSP, le CSL, en particulier les équipes et les professeurs du campus de Clermont, et bien sûr mes collègues du CRCGM. Je voudrais remercier ici chaleureusement et publiquement Sonia, Fam, Pascal, j'en oublie certainement et qu'il veut bien m'en excuser. Je sais le travail, Pierre, je sais le travail qui a été accompli, je sais aussi quelles ont été les difficultés, et je crois qu'il faut véritablement les féliciter pour l'organisation d'un événement d'une telle ampleur. Le travail qui est mené en commun témoigne finalement des liens qui unissent France Business School, le campus de Clermont et le CRCGM. Ce sont des liens historiques sur lesquels je crois il nous faut revenir, qui ont contribué à construire et à densifier Philippe Trouvé, le directeur de la recherche de Clermont, Sonia Capelli, la directrice du CRCGM, sous l'impulsion évidemment, avec le soutien actif des présidents ici présents, et le président du Belco en a dit quelques mots. Ils ont réussi, je crois, à fusionner des équipes de recherche, et cette équipe, et ce travail, cette aventure, a été une expérience particulièrement enrichissante sur laquelle nos écoles et nos universités devraient, à mon avis, capitaliser. Et je crois qu'un tel rapprochement, et les rapprochements de manière générale, et évidemment les stratèges que vous êtes ne me contrediront pas, enfin je l'espère, je crois que ces rapprochements constituent une opportunité pour notre discipline, une opportunité pour poursuivre finalement le processus de légitimation d'une science encore assez jeune. Je crois que c'est, de mon point de vue, une condition importante à réunir pour permettre de conduire le travail institutionnel, la structuration du champ des sciences du management. Et je crois que c'est de cette manière que la communauté pourra réussir un certain nombre de challenges, comme la prise en compte des ouvrages de recherche dans les évaluations des institutions d'enseignement, donc des professeurs. Et je sais qu'un premier pas a été franchi sous l'influence de la FNEJ.
C'est aussi de cette façon-là que nous pourrons donner une valorisation plus forte aux publications dans des revues francophones et que nous parviendrons ainsi à maintenir les spécificités d'une recherche à la française. Je crois qu'il ne faut pas que nous oublions ces aspects-là, ils sont importants. N'oublions pas que ce que le système fait disparaître finit par disparaître. Chacun d'entre nous, chaque acteur, chaque chercheur, chaque directeur, chaque président, individuellement, collectivement, chaque organisation, chaque groupe d'organisation peut ainsi contribuer à faire évoluer les normes d'évolution, les normes d'évaluation des sciences de gestion, à les faire évoluer, à bousculer les standards. C'est ce que, modestement, nous allons initier au sein de France Business School. Notre conviction est que les sciences du management ont besoin d'exister en dehors d'une sphère exclusivement académique. La recherche, en fait, ne doit pas être qu'un sésame pour obtenir un label, une accréditation. Pour le professeur, la conduite d'une recherche ne doit pas s'arrêter lorsque le papier est accepté dans une revue de prestige. C'est ainsi que les 170 professeurs qui constituent la faculté de France Business School, outre la production d'articles dans des revues académiques, eh bien, auront à disséminer les connaissances qu'ils ont générées. Une diffusion, en fait, qui doit s'effectuer en direction des communautés business, des étudiants, et même, pourquoi pas, de la sphère politique. Alors, je crois que notre conviction, c'est finalement que la recherche en gestion doit s'inviter dans le débat public pour exister. Ces 3 journées de la IMS y contribuent. Elles permettent d'établir le pont entre les observateurs et analystes de la vie des organisations et ceux qui la font au quotidien. Ce faisant, les 180 congressistes de l'IMS, venus de partout dans le monde, eh bien, contribuent à légitimer les sciences du management et à en faire une science socialement utile. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre attention et excellente conférence à tous. Merci beaucoup. Nous voilà bien réunis pour la 22e conférence. Ça commence à être difficile à lire en chiffres romains. 22e conférence, ça commence à être un bel âge pour une conférence et quelque chose qui s'établit aujourd'hui dans le paysage. C'est pour beaucoup une conférence de référence. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essentiellement faire 4 points ici. Je le précise pour que vous m'aidiez au cas où j'en oublie rien. Le premier, c'est tout d'abord de remercier bien les universités et écoles d'Auvergne, de Clermont-Ferrand, qui nous accueillent dans un cadre particulièrement agréable, hein, que ce soit ici ou à France Business School tout à l'heure pour l'atelier doctoral. Voilà pour c'est ce type de remerciement. Le deuxième, je n'oublie pas que, j'allais dire, il y a un an, nous pensions que la conférence serait organisée en Tunisie, d'accord, et les circonstances institutionnelles ont fait que ça n'a pas été possible. Je tiens à redire que la qualité du projet qui avait été présenté ne fait qu'engendrer des regrets par rapport au fait que ça n'a pas pu être organisé, mais surtout l'espoir que cela puisse être bientôt organisé à Hammamet, si ça reste l'endroit. D'accord? Donc, c'était mon deuxième. Le troisième, c'est à nouveau pour remercier cette fois vraiment l'équipe, que ce soit du côté comité d'organisation ou conseil scientifique, qui a accepté de prendre, on va dire, relativement tardivement en charge la gestion de cette conférence. Et déjà, c'est pas facile d'organiser une conférence, c'est toujours assez lourd. Alors qu'en plus, il y a un effet, comme dirait l'autre, de time compression, enfin de compression du temps, etc., ça complique les choses. Si vous êtes positif, vous allez dire que ça réduit le nombre d'engueulades. C'est une autre façon de voir le problème. Alors, regarde, on n'a pas trop le temps de se disputer sur ces questions-là. D'accord? Mais je remercie vraiment très sincèrement les organisateurs de cette conférence pour l'avoir si bien menée en si peu de temps. Et dernier point, je disais tout à l'heure qu'on avait 22 ans, cette conférence avait 22 ans, donc ça dépend de qui on parle, mais on va dire que c'est encore relativement jeune. Et c'est une conférence qui n'est pas pour autant du tout une conférence fossilisée, mais une conférence qui continue à évoluer. On a pu voir ça l'année dernière, notamment à Lille, où il y a eu un certain nombre d'innovations que je ne vais pas
reprendre ici. Et on va en avoir encore l'exemple cette année. On va avoir de nouveaux projets qui vont être mis en avant, de nouvelles sessions. Je n'en dis pas plus, parce que j'ai laissé ça aux organisateurs. Mais donc je crois fondamentalement que cette conférence et de façon plus générale l'association, pour qu'elle existe, pour qu'elle continue à rester attractive, doit non pas se retourner vers son passé, 22 ans c'est beaucoup trop tôt, mais continuer comme ça à progresser, à évoluer, à proposer de nouvelles choses à vous tous, à nous tous, pour la conférence. Voilà, merci de votre attention. Merci. Quelques mots du comité scientifique local avec femmes. Nous avons un peu planché là pendant alors 8 mois c'est trop court. Hein. Ouais, je te confirme, 8 mois c'est trop court, aussi bien pour le comité d'organisation que pour le comité scientifique local. Et ce qu'on voudrait d'abord vous dire, c'est que ceci a été possible grâce à un travail collaboratif. Et je pense que FAM voulait associer un certain nombre de gens à ce travail collaboratif en termes de remerciements, parce qu'effectivement, c'est un peu juste, quoi. 8 mois, c'est un peu juste. Voilà. Bonjour à tous et à tous. Merci. Tout d'abord, avant toute chose, nous souhaitons, en tant que co-responsable du CSN, nous souhaitons remercier sincèrement nos collègues du CO, des comités scientifiques locaux et permanents et du conseil d'administration de l'AMS, de nous avoir accompagnés, nous avoir soutenus tout au long de ce long et hyper intéressant voyage de conception du contenu et du processus scientifique de cette 22e édition de la conférence. Et durant les 3 jours qui viennent, 129 papiers retenus seront présentés. Et de ces papiers, nous avons fait émerger 38 sessions parallèles, comme vous pouvez l'observer dans le livret officiel de la conférence. Et 38 sessions vous seront proposées, dont les thématiques sont très variées et nombreuses, pour n'en citer que quelques-uns. La RSE, l'entrepreneuriat, l'innovation et la collaboration, la coopération, compétition, internationalisation, management international. Et d'ailleurs, 2 sessions de conférences plénières seront également organisées. La première conférence plénière pour séance d'ouverture sera animée par nos 2 collègues Xavier Onlan et Bertrand Valyork, avec du témoin invité d'honneur, M. Daniel Cheron, directeur général de l'IMARA. Et d'ailleurs, la deuxième conférence sera dédiée, elle sera animée par professeur Martin Kudouf, qui nous expose sur les opportunités qu'offrent les théories des réseaux pour que nous puissions développer la recherche pour appréhender les organisations. D'ailleurs, le CSP a retenu cette année 4 tables rondes qui s'interrogent sur l'interface entre la stratégie et la gestion de ressources humaines en PME, la compétitivité et management des entreprises marocaines, le fonctionnement des entreprises dans la Tunisie en phase de transition et également un dernier tour de table, un grand table ronde qui dure 3 heures sur le processus de construction des business models. Et d'ailleurs, suite à l'initiative du colloque de Lille, nous vous proposons également 2 sessions controverses dédiées à offrir le débat sur la place le rôle de la langue dans la recherche en management. Et d'ailleurs, les opportunités et les menaces de la normalisation des recherches qualitatives. Et enfin, de nouveautés de cette année se trouve au niveau nous proposons cette année d'ailleurs 2 ateliers méthodologiques qui traitent des thèmes en méthodologie bien sûr émergents comme le traitement d'endogénéité dans la recherche en management et également la normalisation des méthodes de recherche qualitative. Et je laisse la parole à
à mon collègue Pascal qui va aborder de la session de la conférence semi-plénière sur management des connaissances. Et il va vous également en parler davantage de la deuxième conférence du professeur Kindouf. Je voudrais dire que FAM a fait un travail absolument extraordinaire. C'est sa première grande conférence qu'il a organisée en tant que président de comité scientifique. Il a fait un travail extraordinaire. Je pense qu'on peut lui faire faut l'applaudir parce que là... Merci. Merci à vous. C'est ce qu'on appelle un apprentissage accéléré, quoi. Où tu nages, où tu coules, quoi. C'est un peu. Et nous espérons bien que nous n'avions pas subi beaucoup trop des économies de compression de temps. Bien, un mot simplement pour terminer cette conférence d'ouverture, dire que l'esprit de cette couverture, c'est le pluralisme, hein, un pluralisme épistémologique, théorique, empirique. C'est ça l'idée un petit peu qu'on a et c'est ça qu'on développe ici au sein du CRCGM. Et c'est vrai que lorsqu'on essaye de faire un tableau de représentation des différents courants qui animent le CRCGM, effectivement, il y a un axe qui serait plutôt, je dirais, les rationalités, et on va travailler sur des rationalités plutôt qui vont faire la place à la logique formelle. On va travailler sur des rationalités extrêmement pratiques. On va aller investir les acteurs en situation avec des outils d'investigation un peu particuliers. Et puis aussi, il y a un autre axe qui est plutôt les finalités. Effectivement, il y en a qui sont dans l'explication, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment dans la conception. Donc voilà, cet espace pluriel qu'on voulait essayer de vous faire vivre, en tout cas, pendant ces 3 jours. On a essayé aussi de vous faire vivre de manière verticale et transversale ces différentes journées, avec l'aide de l'ensemble de gens du comité scientifique permanent. Alors simplement, je voudrais dire 2 petits mots sur des choses sur lesquelles j'ai un petit peu travaillé. C'est la conférence de Martin Kilduff, avec laquelle je travaille avec Marc Lecoutre. Il est professeur à Cambridge et Martin Kilduff fait partie de ces chercheurs, avec Brass, avec Borgatti, qui sont en train d'ouvrir une nouvelle page sur la théorie des réseaux. Et cette nouvelle page, elle nous intéresse. Et effectivement, cette investigation lourde à partir de cette théorie des réseaux des organisations interpelle les gens en stratégie et management. Et c'est de ça que va nous parler Martin Kilduff demain entre 11h et midi et demi. Et puis deuxième aspect sur lequel aussi j'ai un peu planché, c'est j'ai invité sur une thématique sur laquelle on travaille au sein du CRCGM, qui est le management des connaissances. Et j'ai invité Jean-Louis Hermine, thème école management, et j'ai invité Patrick Coendé de HEC Montréal, qui ont 2 programmes de recherche qui sont assez divergents, peut-être complémentaires, mais qui nous permettent de réfléchir peut-être plus en avant sur qu'est-ce que c'est cette thématique émergente du management des connaissances et en quoi elle interpelle le management stratégique. Voilà. Et donc, ils m'ont fait l'amitié de venir partager avec nous ce moment un petit peu intensif. Voilà une manière un petit peu d'exprimer. Je souhaite une très bonne conférence à tous. Et en tout cas, merci. Et je voudrais remercier quand même Régis Cœur de Roy, Sandra Chérer-Petit, Philippe Monin, Isabelle Royer et Bernard Leca qui nous ont donné un sacré coup de main à des moments qui étaient un petit peu tendus. Voilà, en tout cas, bonne conférence. Eh bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. On est très heureux de vous compter aussi nombreux pour cette conférence inaugurale. Alors nous aussi, on a des gens à remercier. On va aller vite, mais c'est quand même important. On remercie les camarades du CRCGM, les collègues du comité scientifique permanent qui nous ont laissé organiser, animer cette session plénière sur le rôle des actionnaires dans la fabrique de la stratégie. Et on voudrait aussi remercier les partenaires de la chaire Alter Gouvernance. Donc la chaire Alter Gouvernance, les 2 pilotes, c'est Xavier Hollands et puis moi-même. Donc nos partenaires en entreprise qui sont le Crédit Agricole Centre-France, je vois Jean-Marie, la Caisse d'épargne par l'intermédiaire de Philippe Sabi, et puis évidemment le groupe coopératif Limagrin. Et on a aussi bénéficié du soutien de l'université d'Auvergne.
Quelques mots rapides, ça me permet aussi d'introduire la conférence. C'est quoi la chaire Alter Gouvernance? Alors nous, on a une vision de la gouvernance, non pas comme des mécanismes disciplinaires qui contraindraient les décisions et les comportements des dirigeants dans une logique de maximisation du profit des actionnaires. Notre positionnement sur la gouvernance, ça fait bizarre Sonia là d'un seul coup. Bon, j'éteindrai après pour un peu plus d'intimité. J'en étais où? J'en étais notre vision de la gouvernance, c'est de dire, on est résolument en management stratégique, donc quand on s'intéresse à la gouvernance, nous on la voit comme facteur de développement de l'entreprise, comme facteur pour renforcer un avantage concurrentiel, pour pérenniser un projet industriel, mais aussi comme un processus politique, cette gouvernance, vue comme un processus d'équilibration qui va permettre à l'entreprise d'internaliser, d'intégrer des variables de marché, mais aussi des variables de société. C'est notre vision, en tout cas, notre raison d'être et notre façon d'appréhender la gouvernance au sein de la chaire Alter. Alors on a décidé, et ils ont gentiment accepté, de mettre en avant l'Imagrin. Vous connaissez peut-être l'Imagrin sous des marques commerciales comme Brossard ou Jacquet, ils sont plus connus, ou Villemorin aussi est aussi très connu. Mais nous, ce qui nous a fondamentalement intéressés chez l'Imagrin, c'est trois aspects qui sont autour de la gouvernance et du management stratégique. D'abord, c'est une petite coopérative, l'Imagrin, en termes d'adhérents. On a des coopératives en France qui ont plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, et l'Imagrin a un nombre d'adhérents plus restreint. Et ça veut dire des capacités de financement qui peuvent être parfois un peu plus compliquées. Et donc, c'est d'autant plus intéressant de regarder cette coopérative avec une taille modeste à la base et de voir comment le groupe a grandi et à réussir à se développer sur plein de domaines d'activité stratégique. Le deuxième point, c'est justement que l'Imagrin est un groupe. C'est un groupe qui est diversifié avec plusieurs domaines d'activité stratégique. Donc, ça veut dire un portefeuille d'activités stratégiques à piloter, un investissement des sociétaires, des adhérents dans le pilotage de ce portefeuille d'activités stratégiques. Et c'est aussi un portefeuille qui est très internationalisé, puisque l'entreprise est présente sur plusieurs continents et des dizaines de pays. Donc il y a cette tension-là qui est tout à fait intéressante à observer. Et notre troisième point, l'Imagrin, très en pointe sur les biotechnologies végétales, et ça veut dire qu'il y a des problématiques de recherche et développement. Ça veut dire qu'il y a des problématiques en termes de gestion, de création, de transfert de connaissances qui sont particulièrement observées, particulièrement intéressantes à observer pour nous en tant que chercheurs en management stratégique. Et puis, ça a été souligné par le président d'Ulbeco, l'Imagrin a un souci du territoire, a un souci de s'impliquer dans ce qui peut se passer en Auvergne. Et quand on les a contactés avec Xavier, on a évidemment pensé à l'Imagrin parce que, comme disait Philippe Dulbeco, c'est un acteur très important dans le tissu économique, mais ils ont tout de suite accepté. On a travaillé avec Daniel Chéron, qui s'est montré disponible, qui a donné du temps, qui s'est intéressé à nos problématiques, parce que vous imaginez bien qu'il y a quand même une déconnexion entre ce que nous on peut faire et puis eux, ce que peut vivre un dirigeant. Donc on ne peut que les remercier de cette disponibilité. Et vous verrez, Daniel Chéron est très pédagogue, très imagé, et il est passionnant dans son appréhension de la gouvernance qu'il peut nous développer, nous enseigner. En tout cas, on vous garantit avec Xavier un échange riche. Et puis il y a aussi le président Foucault qui est dans la salle. Le président Foucault donc représente la sphère politique, il représente les actionnaires qui n'en sont pas puisque ce sont des sociétaires. Donc je pense aussi qu'il aura des choses passionnantes à nous raconter au moment des questions et des réponses. Voilà ce qu'on avait à dire. On vous remercie Daniel, on vous passe la parole. On va faire un exposé, on avait prévu environ 1 heure, et ensuite on passera les questions à la salle
pour avoir un échange le plus riche possible. C'est à vous, Daniel. On vous remercie. Merci. Bonjour à tous. Donc, je voudrais remercier Bertrand et Xavier de m'avoir invité. C'est pour moi un plaisir, c'est pour moi un honneur que d'être parmi vous. Je suis moi-même de formation universitaire, donc ça me rappelle quelque part de vieux souvenirs. J'ai une formation d'économiste. J'ai en 3e cycle fait de l'économétrie. Alors, ne me demandez pas ce que l'économétrie, j'ai totalement oublié. Je faisais des choses comme l'analyse factorielle des correspondants. Je ne sais pas si ça existe encore, mais bon, si ça existe toujours. Donc, quelque part, je peux me montrer savant, même si je dois le dire, au quotidien, je ne fais pas d'analyse factorielle des correspondances tous les matins. Je vais vous présenter donc effectivement le groupe Limagrin. Je suis dans le groupe moi-même depuis 1976. Donc je ne suis pas très original puisque je vais avoir fait finalement toute ma carrière dans un seul groupe. Je ne sais pas si c'est très moderne, mais bon, c'est la réalité. Ce n'était pas prévu initialement. Quand je suis rentré dans le groupe Limagrin, je ne savais pas que j'allais y faire ma carrière. Les choses se sont faites, je dirais, un petit peu tout naturellement. Et comme j'y ai pris plaisir, eh ben, j'y suis resté quelque part. Et comme on ne m'a pas demandé d'en partir, eh ben, donc je suis toujours là. J'ai, au cours de ma carrière, connu quelques autres sites. Je ne suis pas auvergnat d'abord. Je n'ai rejoint l'Auvergne qu'en 1993 pour auparavant avoir été à Lyon d'abord, puis à Angers pendant une dizaine d'années, et puis en Allemagne, à Francfort, pendant 5 ans. Voilà. Et donc depuis 1993, j'ai rejoint cette belle région qu'est l'Auvergne. J'en suis tombé un peu amoureux, je dois dire, puisque le jour où je quitterai le monde du travail, je pense que je resterai dans cette belle région pour y avoir maintenant de nombreuses attaches et beaucoup aimer cette région. Et que je défends, ou que j'essaie de défendre aussi à ma manière, notamment donc, en exerçant des responsabilités de direction générale du groupe Limagrin. Alors là, je tourne le... Voilà. Donc ma présentation va se faire en plusieurs chapitres, une rapide description de ce qu'est Limagrin. Le thème majeur, bien sûr, seront les principes de gouvernance. Je vous expliquerai un petit peu comment fonctionne la coopérative, puisque c'est quelque part ça, l'originalité de notre groupe. Et puis un petit mot de notre histoire, parce que je crois que notre histoire illustre assez bien comment s'est construit le groupe Limagrin, et en particulier comment une gouvernance essentiellement agricole, le conseil d'administration est composé d'agriculteurs, comment ces agriculteurs ont pu prendre des décisions stratégiques au fil du temps, et comment le groupe finalement s'est construit donc à partir de ces décisions, et comment les décisions ont pu être prises, parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est de comprendre la logique dans laquelle toutes ces décisions ont pu se prendre au fil du temps. Alors, le groupe Limagrin aujourd'hui, donc c'est un groupe coopératif, c'est comme ça qu'on se présente, mais international, ouvert sur le monde. Nous avons, alors en 2011-2012, avant exercice 1er juillet 30 juin, nous avions un chiffre d'affaires de 1 784 millions. Nous allons terminer notre exercice dans quelques jours. Nous devrions approcher les 2 milliards d'euros cette année. Nous n'y serons pas tout à fait, mais nous n'en serons pas très loin. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, nous sommes une coopérative essentiellement localisée dans le Puy-de-Dôme, j'y reviendrai. Donc, il y a une base relativement modeste en nombre d'adhérents. 3500 adhérents, disons dans les fichiers, en fait réellement 2000 adhérents actifs, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment quelque part moteurs dans la construction de la coopérative. Nous avons une particularité, c'est que nous avons plus de salariés que d'adhérents, ce qui est généralement plutôt l'inverse. On a souvent plus de coopératives avec plus d'adhérents que de salariés. Nous avons la particularité d'avoir à peu près 8000 salariés. Nous venons franchir cette année le cap des 8000 salariés. Donc effectivement, nous avons cette spécificité d'avoir une base agricole inférieure à notre nombre de salariés. Nous sommes présents en travers de filiales dans 41 pays. Nous avons plus de 150 filiales au total, mais il y en a 40, il y a donc des filiales dans 41 pays. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels nous avons plusieurs filiales, puisque nous avons plusieurs activités. Et nous sommes directement en commercialisation de produits dans maintenant 140 pays, ce qui veut dire effectivement que partout où nous pouvons commercialiser nos produits étant pour beaucoup les semences,
mais aussi maintenant des produits céréaliers, nous sommes, je dirais, quelque part dans la démarche d'implanter notre groupe partout où nous pouvons valoriser nos produits. Alors, nous sommes un groupe très européen dans son noyau dur, si je puis dire. Nous avons 65% de notre chiffre d'affaires qui se fait en Europe. On est présent dans pratiquement tous les pays d'Europe, tous les pays agricoles au moins d'Europe. Nous sommes aussi aujourd'hui en train de s'implanter dans les autres continents. Nous sommes relativement présents maintenant en Amérique du Nord, j'y reviendrai. Nous sommes présents maintenant en Amérique du Sud. Nous sommes en train notamment de développer beaucoup au Brésil, en Argentine, au Chili, on est au Pérou. Et puis on a aussi pris la décision de s'implanter en Asie. Donc nous sommes présents en Inde, nous sommes présents en Chine, nous sommes présents en Thaïlande. Nous essayons de nous implanter aussi dans d'autres pays asiatiques actuellement. Nous sommes en Australie et nous avons aussi pris l'option d'aller vers l'Afrique, puisque nous sommes présents au Maroc, nous sommes présents en Algérie, nous sommes présents depuis peu en Afrique du Sud, avec l'idée de s'implanter progressivement dans d'autres pays d'Afrique que l'on considère à horizon des 10 ans ou à l'horizon des 20 ans comme un territoire aussi très stratégique. Donc 65% de notre chiffre d'affaires en Europe, 20% dans les Amériques, 8% donc en Afrique, Moyen-Orient et 7% de notre chiffre d'affaires donc en Asie aujourd'hui. Bon, l'idée, si vous voulez, c'est que quand on se projette à 10 ans, on imagine que notre chiffre d'affaires sera plus important hors d'Europe qu'en Europe. C'est-à-dire qu'on voit effectivement notre développement maintenant beaucoup plus sur les continents hors Europe, compte tenu du fait que nous avons encore des positions à prendre et nous sommes encore des acteurs un petit peu marginaux. Le groupe Limagrain, c'est 3 grandes activités. Une activité de semences qui se décline en deux sous-activités ou deux grands secteurs d'activité. Les semences de grande culture. Alors les semences de grande culture, c'est essentiellement le maïs, le blé, le colza et le tournesol. Nous avons une relative spécialisation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres espèces. On touche un petit peu au riz, on touche un petit peu à d'autres, aux fourragères, mais disons que les quatre espèces importantes sont donc blé, maïs, tournesol et colza. Nous avons une activité importante de semences potagères. C'est sans doute là aussi une grande spécificité de Limagrain. Nous sommes le numéro 2 mondial en potagère aujourd'hui, derrière Monsanto. Donc j'y reviendrai. Donc un chiffre d'affaires au global de 608 millions d'euros. Nous sommes là, on peut dire, acteurs de toutes les espèces qui comptent. Alors la tomate, la carotte, les haricots, les pois, les piments, etc., etc. Donc nous touchons à peu près à toutes les espèces potagères. Là, nous n'avons pas véritablement de spécialisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dans un pays, on cherche à comprendre quelles sont les habitudes alimentaires et donc on essaie de construire une stratégie autour de ces habitudes alimentaires. Nous avons plus récemment décidé de construire une stratégie de produits céréaliers. Donc produits céréaliers pour nous, c'est 2 grandes activités, la panification, les produits de panification boulangerie, donc au travers de Jacquet et de Brossard, et je vous expliquerai le pourquoi de cette décision. Et puis une activité d'ingrédients. Là, il s'agit plus de vendre à partir du grain de maïs ou du grain de blé, des farines ou des ingrédients issus du grain de blé ou de maïs, destinés donc aux industriels, donc à des gens comme Nestlé, comme Kellogg's, à qui l'on vend des produits spécifiques. Je vous expliquerai en quoi ils sont spécifiques, donc, pour essayer de valoriser donc notre stratégie de, quelque part, de maîtrise de la génétique, puisque notre métier, je dirais, le core business de Limagrain, c'est l'amélioration des plantes. Toutes nos activités sont en fait centrées sur l'amélioration des plantes. L'amélioration des plantes, ça veut dire effectivement de la recherche pour mettre au point des variétés performantes, soit sous l'angle de l'utilisateur qui est l'agriculteur ou qui est le maraîcher, soit sous l'angle du devenir de la matière première issue du champ de l'agriculteur vers le monde industriel ou vers le consommateur final. Quand on est chez Jacquet, on produit du pain de mie, par exemple, qui est issu d'une farine qui est elle-même issue d'un grain de blé. Et ce grain de blé, ce n'est pas n'importe quel grain de blé, c'est un blé qui apporte des fonctionnalités à l'industriel, qui est dans le cas présent Jacquet, mais aussi au consommateur final. On cherche à répondre aux attentes du consommateur final aussi par la génétique. Et bien sûr, cette dimension internationale, on a, du fait de notre statut de coopérative, une base importante en Auvergne qui a comme objet, la coopérative a comme objet de produire une partie de nos semences, une partie de nos produits céréaliers destinés à nos filières. C'est l'essentiel de l'activité de la coopérative. Il y a un petit peu d'autres activités, je
je dirais, en périphérique, mais l'essentiel de la vocation de la coopérative, c'est de produire soit des semences de maïs, par exemple, soit des semences de blé, soit quelques semences de potagère. On n'en produit malheureusement pas beaucoup en Auvergne parce que le climat n'est pas totalement adapté. On produit du blé ou du maïs destiné donc aux filières agro-industrielles que l'on a. On représente donc quelque part un fournisseur en tant que coopérative de ces filières. On n'est pas bien sûr le seul fournisseur. Je dirais même que quand on regarde la globalité du groupe, la coopérative ne représente qu'une petite partie de l'approvisionnement de nos différentes filières. Donc c'est une caractéristique que d'avoir à la fois cette volonté farouche, quelque part, de développer des cultures en Auvergne et de développer, je dirais, des productions avec de la valeur ajoutée tournées vers nos adhérents, mais par nécessité, par gestion des risques aussi. On ne peut pas tout produire en Auvergne. D'abord, on n'aurait pas les capacités, il n'y aurait pas assez d'hectares. On doit donc produire des semences un peu partout dans les pays, je dirais dans de nombreux pays du monde, pour essayer de répondre donc aux besoins de nos clients. Alors le groupe Limagrain, donc c'est une organisation qui est un petit peu complexe, au moins en apparence. Nous avons donc bien sûr la maison mère et la coopérative. C'est-à-dire que la coopérative détient la majorité de toutes nos activités. Il y a une volonté d'être majoritaire dans toutes nos filiales. On a aujourd'hui à peu près 150 filiales. On est majoritaire, on va dire, dans 95% de nos filiales. Il y a quelques cas particuliers où nous sommes minoritaires, mais dans l'essentiel de nos activités, nous sommes majoritaires. Alors, pour financer le développement du groupe, et on y reviendra parce qu'évidemment c'est un aspect important de la stratégie du groupe, nous avons construit un système de holding. En fait, nous avons deux holdings principales. Une première holding qui s'appelle Groupe Limagrain Holding, qui coiffe en fait l'ensemble du portefeuille d'activités, à l'exception des activités directement, je dirais, en proximité de la coopérative. La coopérative contrôle directement un certain nombre de périphériques, si je puis dire, Auvergnat. Mais pour le reste, tout le portefeuille d'activités est regroupé dans une holding qui s'appelle Groupe Limagrain Holding, dans lequel le groupe Limagrain détient une large majorité, mais nous avons quand même dans le groupe Limagrain Holding quelques financiers à nos côtés, dont le FSI, qui est rentré donc il y a maintenant 3 ans, qui détient 13% du capital de Limagrain, qui a apporté 150 millions d'euros donc à notre groupe. C'était un des plus gros tickets du FSI donc, qui a été créé il y a 3 ans. Nous avons été donc pratiquement l'un des premiers dossiers traités par le FSI. Et donc le FSI a mis 150 millions d'euros de capital dans le groupe pour nous aider dans notre développement. Nous avons aussi quelques autres financiers comme Unigrain qui sont là donc en complément. Et au global, donc le groupe Limagrain détient une large majorité, pratiquement 90% du capital de groupe Limagrain Holding est détenu enfin pas 90, un peu moins, 85% du capital est détenu par la coopérative. Et puis nous avons une deuxième holding, alors c'est là où ça peut paraître un petit peu compliqué. Les semences à l'intérieur de ce périmètre groupe Limagrain Holding sont regroupées dans une deuxième holding qui s'appelle Villemorin et compagnie, qui est une société cotée en bourse, donc dans laquelle nous avons mis l'ensemble du portefeuille d'activités semences. Et donc nous avons 28% du capital de Villemorin et compagnie qui est coté, enfin qui est sur le marché. Donc GLH, groupe Limagrain Holding, détenant donc les 72% de Villemorin et compagnie. Donc là aussi, évidemment, volonté de garder la majorité, mais en même temps, je dirais par nécessité de lever des capitaux, nous avons donc accepté de coter une partie de nos activités. On l'a d'ailleurs fait en 2 étapes. Une première étape, nous avons coté donc la partie potagère, qui était la plus profitable à l'époque. Donc on a effectivement, je dirais quelque part, 1000 activités qui étaient celle qui était la plus facile à rentrer en bourse. Et nous avons rentré les semences de grande culture dans une deuxième phase, ce qui nous a permis effectivement d'avoir maintenant, je veux dire 80% de notre activité est cotée au travers de Villemorin et compagnie. Et puis l'activité plus récente, qui est donc l'activité produits céréaliers, les ingrédients de la panification, elle est directement aujourd'hui sous le chapeau groupe Limagrain Holding. Bon, on a aussi bien sûr la volonté progressivement d'ouvrir le capital de ce périmètre-là. On n'exclut pas d'ailleurs, dans nos hypothèses, dans nos scénarios, même si rien n'est décidé et ce n'est pas du très court terme, mais on n'exclut pas qu'un jour, Jacquet Brossard puisse être coté aussi en bourse. Mais bien sûr pas dans le même véhicule que les semences. On aura un deuxième véhicule donc, pour financer le développement de cette activité. On considère que c'est pas encore tout à fait, on n'a pas tout à fait la taille critique encore pour pouvoir le faire. Donc on veut donner d'abord de la dimension
On veut internationaliser aussi cette activité-là. Nous sommes actuellement en train de nous développer au Brésil, par exemple, avec Jacquet Brossard. Et donc, il nous faut un petit peu construire, je dirais, les fondamentaux ou le socle pour pouvoir ensuite, éventuellement, pouvoir donc mener à bien cette stratégie financière. Alors, particularité de notre organisation, de notre métier, c'est que nous cherchons à construire des filières. Filière dans notre jargon, ça veut dire bien sûr partir de la production au champ pour aller le plus loin possible dans la filière, et donc éventuellement jusqu'au consommateur final. Pas toujours, mais ça nous arrive d'aller jusqu'au consommateur final, notamment dans le cas de Jacquet Brossard. Mais pour nous, filière, ça veut dire plus que ça. Ça veut dire aussi maîtriser l'amont de la production au champ, et notamment toute la partie donc gestion de la génétique, gestion de la semence, qui va en fait permettre à l'agriculteur de produire une qualité ou qui va lui permettre de produire un rendement satisfaisant donc quand il va produire au champ. Donc c'est partir de la biotechnologie, si je vais le plus en amont possible, nous maîtrisons, je dirais, ce qu'on appelle l'analyse du génome, nous cherchons à y comprendre le génome des plantes, comprendre comment ça fonctionne, et de remonter, alors génome des plantes, ensuite on a bien sûr un patrimoine génétique qui nous permet de faire des croisements pour essayer de trouver la semence qui va répondre au mieux au cahier des charges que nous demandent nos clients. Ensuite, donc, c'est produire des semences, c'est-à-dire il faut les multiplier parce qu'on crée une petite quantité de semences dans un laboratoire. Ensuite, il faut multiplier ces semences pour pouvoir vendre des semences ensuite à des agriculteurs. Donc, il y a une phase de multiplication. Et puis ensuite, donc, production au champ de grains pour ensuite, éventuellement, ou de semences pour aller ensuite vers nos clients. Donc, vous voyez, on maîtrise les différents maillons de la chaîne. Et donc, dans le cas de la filière panification, on va le plus loin possible. Ça ne veut pas dire que dans les autres filières, on n'aille pas aussi indirectement vers le consommateur, mais ce n'est pas nous qui maîtrisons, bien sûr, la phase finale. Si, par exemple, je prends l'exemple des céréales petit déjeuner, on n'a pas décidé de devenir Kellogg's, donc on va s'appuyer sur Kellogg's, par exemple, ou sur Nestlé pour mettre sur le marché les produits. Donc nous sommes dans cette phase-là uniquement producteurs de semoules destinés donc à ces industriels qui eux-mêmes vont ensuite mettre en marché au travers de marques ou au travers de produits finis. Alors, particularité de l'Imagra, c'est la recherche. Nous avons évidemment un gros budget de recherche. Aujourd'hui, sur 8000 personnes, nous avons 1500 personnes qui travaillent à la recherche. Donc 1500 personnes qui travaillent à la recherche, ça veut dire qu'on investit à peu près 13% de notre chiffre d'affaires professionnel. On est dans les mêmes ratios que la pharmacie à peu près, hein. On est sur des ratios à peu près du même niveau. On a un budget de recherche, vous voyez, en 2011-2012 de 167 millions. Pour l'exercice, nous sommes en train de faire les budgets 2013-2014. Nous allons passer le cap des 200 millions d'euros de budget de recherche. Donc nous avons évidemment une grosse augmentation, et je dirais régulière, de nos dépenses de recherche. En 5 ans, on a doublé notre budget de recherche. Alors évidemment, ça présuppose aussi que le chiffre d'affaires puisse suivre, parce que notre ratio de 13%, bien sûr, on souhaite à peu près le maintenir. On ne veut pas aller au-delà de 13%. Donc il faut que le chiffre d'affaires croisse, je dirais, suffisamment vite pour qu'on puisse augmenter dans les mêmes proportions notre budget de recherche. On a aussi beaucoup de partenariats. Bon, l'INRA, pour prendre un exemple, le CNRS, les universités américaines, chinoises, japonaises, australiennes. On a beaucoup de partenariats. Et quand on fait la somme de tous nos partenariats, on investit directement et indirectement 250 millions d'euros aujourd'hui. Nous avons 105 sites de recherche. Alors 105 sites de recherche, ça veut dire que, effectivement, notre particularité, c'est qu'on doit tester nos produits dans les conditions agroclimatiques de nos clients. Quand on veut s'installer en Chine, on ne peut pas faire de la recherche en France et puis dire je vais aller ensuite vendre des semences en Chine. Ça ne marche pas comme ça. Il faut tester, il faut créer nos variétés dans les pays où on veut commercialiser. Donc quand on va en Chine, on commence par créer des stations de recherche. On expérimente, on crée des nouvelles variétés à partir de la génétique qui nous est accessible pour essayer de répondre au mieux au cahier des charges de nos clients, de nos agriculteurs chinois, pour prendre cet exemple-là. Donc 105 sites de recherche. Alors vous imaginez la complexité de gérer 105 sites de recherche, de les connecter, parce que bien sûr les informations créées à un endroit peuvent être utiles, et sont utiles ou pertinentes pour une autre station de recherche. Donc il faut que tous ces chercheurs qui sont donc répartis sur l'ensemble de la planète puissent communiquer entre eux, et donc nous avons des débats compliqués, même de big data maintenant, puisqu'en plus on est dans une phase exponentielle de gestion d'informations. Donc on est dans ce qu'on appelle le big data, comment gérer, comment développer même des systèmes experts pour essayer de repérer les informations pertinentes, parce qu'on croule
si je puis dire, sous la masse d'informations. On gère aujourd'hui des quantités supérieures aux milliards d'informations. Donc ça nous présuppose quelques outils pour essayer de le faire le mieux possible. Donc notre objectif principal, c'est, on l'a résumé sous la formule produire plus et produire mieux. Alors produire plus, tout le monde peut comprendre que pour nourrir dans 2050 9 milliards d'habitants, si on se projette à l'horizon 2050, il faut augmenter la production. Aujourd'hui, on estime que par rapport à la production d'aujourd'hui, pour répondre aux enjeux 2050, il faut augmenter la production de 70%. C'est à peu près l'enjeu qu'on a devant nous. Donc c'est un enjeu très, très excitant, si je puis dire. On pense qu'on peut y arriver, mais on y arrivera à la fois par peut-être un petit peu plus de surface cultivable, mais pas beaucoup, parce qu'on est à la fois dans une logique où il y a encore quelques zones en Russie, en Kazakhstan ou au Brésil, voire en Afrique, il y a quelques zones potentielles supplémentaires de zones cultivables, mais en même temps, les villes viennent nous manger régulièrement une partie de nos terres cultivables. Et Clermont-Ferrand n'échappe pas à la règle, d'ailleurs. De temps en temps, d'ailleurs, ça nous vaut quelques débats quand la ville veut nous manger un peu trop nos surfaces cultivables. Donc on a, alors je prends l'exemple de Clermont, c'est pas le plus dramatique, mais quand on est en Chine, on perd 500 000 hectares chaque année de terres cultivables par l'extension des villes. Bon, vous voyez donc quelque part, donc le plus de terres qu'on peut récupérer ici et là se fait manger pour partie par la disparition de terres cultivables par ailleurs. Donc l'enjeu, il n'est pas tellement par les terres cultivables supplémentaires qu'on va le résoudre, on va le résoudre par l'augmentation des rendements agricoles. Nous, on pense que c'est possible. On pense qu'on est loin d'avoir fait le tour, si je puis dire, ou la compréhension du génome des plantes et qu'on a encore plein de capacités d'augmenter les rendements. C'est ce qui nous rend optimistes. Tout en d'ailleurs, en réduisant par ailleurs ce qu'on appelle les intrants, la consommation de produits phytosanitaires, voire les engrais. Bon, vous connaissez aussi les débats qu'on peut avoir sociétaux d'ailleurs sur ces questions, et on ne se fait pas d'illusions. On sait que la quantité d'intrants que l'agriculteur va pouvoir utiliser va plutôt se réduire qu'augmenter. Donc ça veut dire qu'il faut aussi intégrer ce supplément de contraintes dans le futur. Et puis il y a un enjeu important pour nous, c'est l'eau, la gestion de l'eau. On pense qu'on n'est pas très bon dans la gestion de l'eau, d'une manière générale au niveau mondial. On peut faire mieux là aussi, y compris en France d'ailleurs, où on a quelques débats actuels avec nos politiques pour leur expliquer qu'on peut peut-être mieux gérer l'eau qu'on le gère aujourd'hui. Encore faut-il un peu stocker. On pense qu'une partie de la problématique de l'eau, ça passe aussi par un petit peu de stockage. Mais alors, dès qu'on veut faire un barrage, ça devient évidemment parfois un peu compliqué. Donc, rendement, bien sûr, c'est aussi après répondre donc aux besoins des filières, donc des industriels situés en aval de la production agricole ou du consommateur final. Donc, c'est s'intéresser à des fonctionnalités, par exemple de la viscosité, par exemple des capacités de faire la pâte pour le pain de manière plus efficace. C'est aussi les valeurs nutritionnelles apportées au consommateur. Tout ça, ce sont des réponses qu'on peut apporter ou des enjeux qu'on peut résoudre au travers de la génétique. Donc c'est à la fois améliorer les rendements. Alors dans l'amélioration des rendements, il y a tout un aspect évidemment résistance aux maladies, résistance aux conditions de sécheresse, meilleure efficience de l'absorption de l'azote, par exemple, ou résistance aux insectes, et puis c'est donc répondre aux fonctionnalités demandées par les filières. Autre élément, autre enjeu pour nous aussi, c'est le non-alimentaire, c'est-à-dire qu'on pense que l'agriculture peut être aussi source de création de produits dans le domaine non alimentaire. Vous connaissez tous les biocarburants. Alors, il y a quelques débats autour des biocarburants, parce que certains nous disent « oui, mais les biocarburants se font au détriment de l'alimentation humaine ». Bon, là aussi, on n'est pas jusqu'au boutiste, on ne pense pas que l'agriculture puisse résoudre tous les enjeux, notamment des biocarburants, des carburants ou des énergies fossiles, mais par contre, on pense que ça peut être contributeur. Il peut y avoir une partie de la réponse apportée donc aussi par l'agriculture sur ces enjeux. Voilà, donc vous avez là en quelque sorte un peu le cahier des charges d'un sélectionneur. On lui demande de répondre un petit peu à tous ces enjeux. Alors évidemment, il n'y a jamais de solution parfaite, c'est toujours un compromis. La génétique, c'est toujours un compromis. C'est quand je croise deux plantes, je ne récupère pas que les qualités de l'un et les qualités de l'autre. Je récupère parfois aussi quelques défauts de l'un et quelques défauts de l'autre. Donc c'est toujours un bon compromis qu'il faut chercher. Et notre
notre métier, c'est de faire du screening de variétés. Je fais beaucoup de croisements, et puis ensuite, progressivement, je fais du screening pour obtenir la variété qui se rapproche le plus possible du cahier des charges, sachant que je ne suis jamais complètement au cahier des charges, ce qui explique pourquoi on a besoin toujours de faire de la recherche. Donc, notre stratégie, c'est développer nos 3 piliers dont j'ai parlé, semences de grande culture, semences potagères et produits céréaliers, avec donc toujours un double regard, et là on revient un peu aussi à la coopérative. Le double regard, c'est à la fois bien sûr d'apporter des solutions innovantes face aux enjeux agricoles internationaux, alimentaires, non alimentaires, environnementaux. On est aussi, je pense, contributeur d'un certain nombre de réponses aux enjeux environnementaux. Territoire aussi, je crois que c'est un point important. Je pense que par notre métier, on apporte aussi un certain nombre de réponses aux enjeux territoriaux. Et puis, c'est aussi consolider l'avenir de nos exploitations agricoles, notamment de nos adhérents, de notre coopérative, et aussi d'un certain nombre de coopératives partenaires de l'IMARIN, puisqu'on a aussi dans la dispositif créé ou développé beaucoup de partenariats avec d'autres coopératives qui sont quelque part un peu associées à notre stratégie. Il y a des semences qu'on ne peut pas produire en Auvergne, mais qu'on produit dans d'autres coopératives et quelque part sont aussi des points d'appui du développement du groupe. Moi, je passe. Donc la notion de filière, donc on retrouve bien sûr la partie semence, la partie grain, la partie produits céréaliers dont j'ai parlé. Alors le territoire pour nous, bien sûr, dans un premier temps, c'est le Puy-de-Dôme, ou le Puy-de-Dôme un petit peu élargi, puisque on va un tout petit peu dans le sud de l'Allier, mais vous voyez qu'on est très prudent, parce que dès qu'on va sur le territoire d'une autre coopérative, on est évidemment par nature un petit peu prudent. Donc on considère que le territoire pour nous, c'est le Puy-de-Dôme. Alors, dans ce département, nous, sur les 1,7 milliard dont j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez que nous réalisons à peu près 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors qui souvent est un chiffre d'affaires intermédiaire, c'est-à-dire que quand on consolide notre chiffre d'affaires, une partie de ce chiffre d'affaires disparaît, puisque en fait, il est en fait un chiffre d'affaires fournisseur de nos différentes filières, donc qui s'élimine en consolidation. Enfin, si je prends la technique comptable, c'est un chiffre d'affaires qui, pour une grande partie, s'élimine. 350 millions d'euros de chiffre d'affaires donc réalisé dans le Puy-de-Dôme, 3500 adhérents, 2000 adhérents actifs, si on est parlé, 80 hectares de moyenne en termes d'exploitation agricole, donc ce ne sont pas des grosses exploitations agricoles. La particularité de l'Auvergne, c'est que nous ne sommes pas face à des grosses exploitations agricoles. Beaucoup imaginent que derrière le mot limarin, il y a d'immenses céréaliers qui sont très riches et qui sont avec des grandes exploitations agricoles. Ce n'est pas la réalité de notre structure d'exploitation agricole, puisqu'en moyenne, on est à 80 hectares, donc on est largement en dessous de la moyenne nationale. Alors, paradoxalement, d'ailleurs, l'IMARIN a un peu freiné la restructuration des exploitations agricoles, parce que comme on apporte des cultures plutôt avec un peu plus de valeur ajoutée, quelque part, un agriculteur peut vivre avec un petit peu moins d'hectares, peut-être que s'il était en Beauce, où il produirait du grain, je dirais, cours mondial. Nous, on est sur des prix un petit peu plus valorisés. Donc, ça freine un petit peu indirectement la restructuration des exploitations agricoles, ce qui est d'ailleurs pour nous une bonne chose, parce qu'on ne souhaite pas, évidemment, on ne souhaite pas être comme en Argentine, si vous voulez, où on a des exploitations de plusieurs milliers d'hectares. Bon, on a 80 000 hectares en Limagne. Si on avait des exploitations argentines, on en aurait 10 et on aurait fait le tour de la question. Bon, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on conçoit l'aménagement du territoire. Je pense qu'au contraire, l'agriculteur, il a une fonction importante en termes d'aménagement du territoire. 3 filières spécialisées, semences, blé améliorant, blé semoulier. On a 8 unités agro-industrielles, ça veut dire qu'on a des usines, effectivement, en Auvergne, qui sont directement connectées avec la production au champ. Bon, pour ceux qui nous connaissent, on a une usine Jacquet, tout près du péage à Gerza. On a une usine de semences à Enza, bon, qui sont 2 grosses unités, et puis on a quelques autres unités dans le département du Puy-de-Dôme. 6 centres de recherche, là aussi vocation, ou volonté plutôt, de quelque part que le centre de gravité de notre recherche soit en Auvergne. On a notamment créé un grand centre de recherche biotechnologie à Chappes, dans d'anciens locaux de Michelin, donc à la sortie de Chappes, où nous avons donc une base maintenant extrêmement importante donc, de recherche en matière notamment de biotechnologie. Donc 2 stations de recherche en semences, un laboratoire de biotechnologie, un laboratoire de panification, donc à Riom, une halle technologique à Riom, et puis un centre de recherche agronomique. On a aussi, comme on est une coopérative, on veut apporter des solutions
aussi innovantes à nos agriculteurs pour essayer de, je dirais, de mieux faire leur métier d'agriculteur. Alors, j'en viens maintenant à la gouvernance, qui est un peu le sujet sur lequel on m'a demandé de plancher. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne chez Limarin. Ça peut paraître compliqué, puisque vous avez vu qu'on a différentes structures, et notamment holding. Donc, comment on arrive à piloter cet ensemble-là? Alors, une première particularité, c'est que quand on est dans une coopérative, on a un président élu par sa base agricole, donc c'est un agriculteur, et puis ce président nomme un directeur général, qui est un salarié, et donc c'est ce tandem-là qui, quelque part, préside aux destinées du groupe. Bien sûr, chacun ayant un peu son territoire, je suis bien sûr plus en relation avec le monde des salariés, le président il est plus en relation avec le monde des agriculteurs, mais ça c'est un peu de la théorie. Dans la vie de tous les jours, on se croise très souvent, je dirais quasiment en permanence, et on essaie de réfléchir ensemble aux problématiques du groupe, qu'ils soient adhérents, c'est-à-dire que moi aussi je peux être amené à donner mon avis sur un certain nombre de questions relatives à la coopérative et relatives au monde des adhérents, de même que Jean-Yves Foucault, dont vous avez la photo, alors je ne l'ai pas encore repéré dans la salle, mais je vais finir par le repérer, j'ai compris qu'il était dans la salle, alors... Ah ben il est là, voilà, je ne le voyais pas. Donc Jean-Yves Foucault, qui pourra répondre à vos questions, nous sommes côte à côte, si je puis dire, pour piloter le groupe. Et alors, non seulement nous sommes côte à côte, mais en plus, on a une gouvernance, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, qui associe étroitement le conseil d'administration, composé de 18 agriculteurs, plus un salarié, un dirigeant, avec le comité de direction que j'anime, qui a donc 10 personnes. Et donc, je dirais qu'il y a une relation extrêmement étroite entre ce conseil d'administration et ses dirigeants. Et d'une manière générale, on essaie de créer le maximum de proximité, c'est pas toujours très facile, mais le maximum de proximité entre les agriculteurs et les salariés. Et je vous donnerai quelques exemples de proximité qu'on essaie de créer. Alors évidemment, quand nos salariés sont au Chili, c'est un peu plus difficile à organiser, bien évidemment. Mais on essaie de faire des voyages, pour prendre un petit exemple, on revient, la semaine dernière, nous avons passé une semaine en Ukraine avec 200 agriculteurs. Et donc nous avons passé, avec 200 agriculteurs, en revue un petit peu toutes nos activités en Ukraine. Et donc pendant une semaine, il y a eu cette relation un peu étroite, je crois qu'on peut le dire, entre des salariés et, pas tous les salariés bien sûr, mais des salariés directement en charge de ces activités en Ukraine. Alors je crois que la gouvernance de Limarin, je la caractériserais par deux choses. D'abord un actionnariat stable, même s'il y a un renouvellement bien sûr d'année en année de notre population agricole par le renouvellement des générations, il n'empêche que notre actionnariat, il est stable. Et il est tellement stable que, alors Jean-Yves Foucault plus que moi encore, connaît une grande majorité de nos agriculteurs. Ils sont capables de leur mettre un nom à chaque fois qu'on les croise. Ça, c'est une relation donc très forte, parce qu'ils sont à la fois, bien sûr, adhérents, mais ils sont clients, ils sont fournisseurs. Donc quelque part, on a une triple relation qui nous amène à les croiser très souvent. Et même moi, j'en connais, peut-être moins que Jean-Yves Foucault, mais j'en connais un certain nombre parce que je vis aussi au milieu de nos agriculteurs, je dirais quasiment, pas tous les jours, mais très souvent. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est l'implication notamment du conseil d'administration, mais pas que du conseil d'administration, et j'essaierai de vous expliquer comment, de nos agriculteurs dans la stratégie. C'est-à-dire qu'on souhaite évidemment que nos agriculteurs se sentent quelque part concernés par le devenir de Limarin. Quand on investit en Chine, il faut qu'on sache leur expliquer pourquoi on investit en Chine. Même si quand on investit en Chine, il n'y a peut-être pas de retombée directe sur leur activité agricole. C'est-à-dire que quand on produit des semences, quand on vend des semences en Chine, on ne les produit pas en Auvergne. Pour des raisons à la fois de coût logistique, et puis aussi parce que les conditions agroclimatiques ne sont pas les mêmes. Mais il est important de pouvoir qu'ils comprennent pourquoi on investit en Chine. Et on passe beaucoup de temps, je vous expliquerai comment, à essayer de leur expliquer le pourquoi des choses et même de leur demander, au travers d'un certain nombre d'instances, quelque part, de réagir, de nous donner leur avis pour je dirais aussi, mieux comprendre comment ils voient le futur du groupe. Donc, un tandem, retenez qu'il y a un tandem, donc président, directeur général, et puis donc une implication forte donc, du conseil d'administration. Pour vous donner un exemple, le conseil d'administration de la coopérative Limarin se réunit 2 fois par mois.
il y a 2 conseils d'administration par mois de la coopérative. Un conseil d'administration traite les sujets Auvergne, enfin les sujets locaux. Un deuxième conseil d'administration chaque mois traite les sujets groupes, de manière à ce qu'on ait le temps de traiter et l'un et l'autre, parce que sinon, bon, on pourrait craindre que les sujets locaux l'emportent sur les sujets parfois internationaux, parce qu'évidemment, il y a une relation plus affective sur les sujets locaux, donc il faut préserver un peu cet équilibre. Je crois qu'on y arrive très bien au travers de ces donc 22 réunions par an de conseils d'administration. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a ensuite des conseils d'administration des filiales dans lesquelles une partie du conseil d'administration est impliquée. Donc, ce qui veut dire qu'on a beaucoup d'échanges. Ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, pour la petite histoire, que nos administrateurs, et en particulier le président, sont, je dirais, très impliqués. Et donc, en termes de gestion du temps, on leur demande beaucoup. Le président, il est à 98% impliqué dans les problèmes de la coopérative et du groupe. Ce qui veut dire que son exploitation agricole, s'il n'a pas un fils, ce qui est son cas, pour quelque part assurer, ou une épouse, pour quelque part assumer les responsabilités de l'exploitation agricole, il y a un problème. Et c'est un vrai débat chez nous, comment assurer le bon équilibre, parce que nos membres du conseil d'administration ne veulent pas perdre pied quand même totalement dans leur exploitation agricole, ils veulent rester agriculteurs. Ils ont d'ailleurs même une fierté à montrer quelque part qu'ils sont les meilleurs vis-à-vis de leur base, ou qu'ils sont, quand je dis les meilleurs, c'est peut-être pas le bon terme, mais quelque part qu'ils sont impliqués, crédibles, voilà, le mot juste c'est le mot crédible, dans la manière de conduire leur exploitation agricole, parce qu'il n'y aurait rien de plus dévastateur que les adhérents disent « oui, il est effectivement peut-être bon président, mais alors son exploitation agricole, c'est une catastrophe ». Je pense que ça ne tiendrait pas très longtemps. Voilà, ça c'est donc une première chose. Il y a des programmes d'animation des adhérents, et là j'en donnerai quelques exemples, c'est-à-dire qu'on réunit au travers notamment de clubs de progrès, on leur demande de réfléchir sur un certain nombre de sujets, ce qui leur permet quelque part d'être un petit peu aussi partie prenante d'un certain nombre de décisions. Et puis, chose importante dans notre groupe, on a un processus de planification stratégique, c'est-à-dire qu'on a un système qui permet aux agriculteurs d'être quelque part, ou moi le conseil d'administration, d'être quelque part impliqués dans le processus d'orientation stratégique, c'est-à-dire chaque année on refait un plan moyen terme, un plan à 3 ans, qui donc part de nos filiales, qui nous remontent chacune à leur niveau un plan à moyen terme, qui est ensuite dans un premier temps analysé par le comité de direction, qui est ensuite analysé avec le comité de direction et le bureau de la coopérative, qui représente donc les présidents et les vice-présidents, et qui ensuite est analysé avec le conseil d'administration. Donc il y a un certain nombre d'étapes qui est validé par le conseil d'administration et qui ensuite donc, repart pour l'année suivante dans le même processus, c'est-à-dire il y a on revisite chaque année le plan stratégique pour être sûr de bien partager les fondamentaux. Donc il y a en parallèle des conseils d'administration Limarin, moi j'ai donc 2 comités de direction mensuels, et il y a 2 bureaux aussi mensuels, c'est-à-dire que le comité de direction, moi j'anime le comité de direction, on a notamment des dossiers d'acquisition que l'on discute ensuite au niveau du bureau, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de parallélisme entre comité de direction et bureau, et si le bureau valide les orientations, ensuite elles sont soumises, ces décisions, ou ces acquisitions par exemple, sont soumises au conseil d'administration. Donc il y a un travail préparatoire important pour quelque part partager, et parfois certains dossiers reviennent 3 ou 4 fois avant d'arriver à la décision finale parce qu'on n'est pas complètement convaincu, ou parce qu'il y a une négociation de prix qui est un peu compliquée, ça arrive assez souvent, on va dire qu'il y ait quelques débats de prix. On est souvent en concurrence avec d'autres, bien sûr, et on a autour de nous quand même, notre environnement concurrentiel, c'est les agrochimistes pour l'essentiel, c'est Monsanto, c'est Dupont de Nemours, c'est Syngenta, c'est Bayer, c'est BASF, c'est Dow Chemical, voilà les 6 agrochimistes qui nous tournent autour en permanence. On est donc quelque part le 4e semencier mondial, quand on fera la position de Limarin aujourd'hui, on est le 4e semencier mondial, mais le numéro 1 c'est Monsanto, le numéro 2 c'est Dupont de Nemours, le numéro 3 c'est Syngenta. Et il y a Bayer juste derrière nous qui pourrait bien nous dépasser, parce qu'ils sont avec une volonté farouche de développement. Alors nous avons aussi des comités de direction par branche, c'est-à-dire qu'on a organisé le groupe en branches d'activité. Les semences potagères, par exemple, c'est une branche. Il y a donc un comité de direction de la branche, c'est-à-dire que j'ai un membre de mon comité de direction qui anime le comité de direction de sa branche, donc avec les directeurs notamment de ce qu'on appelle des business units. On a 13 business units dans le groupe. Donc les directeurs de branche sont animateurs de leur branche, viennent ensuite dans le comité de direction restituer un peu leurs travaux, et puis c'est comme ça qu'ensuite le système fonctionne. Et dans les
différentes branches. Donc il y a ensuite un certain nombre d'agriculteurs du conseil d'administration qui sont en fait au conseil d'administration des principales business units et qui vivent aussi quelque part un peu les orientations. Il y a 2 conseils d'administration par an pour donc nos différentes BU, avec en principe aussi une volonté de tenir les conseils d'administration dans les territoires des business units. Par exemple, nous avons une business unit au Japon. Les conseils d'administration de notre business unit au Japon se tiennent au Japon. Ce qui veut dire que nos agriculteurs, il y en a je crois 4 ou 5, je ne sais plus 5 je crois actuellement, dans ce conseil d'administration, ils vont 2 fois par an au Japon pour tenir les conseils d'administration donc de notre business unit. Voilà un petit peu le mode de management tel qu'on l'a construit, qui peut paraître lourd, mais qui a l'avantage, c'est que c'est un processus de, je dirais quasiment de consensus permanent, qui fait qu'on est toujours très en phase sur les orientations, ce qui nous permet aussi d'aller vite. Alors je vais revenir un peu sur les acquisitions. Quand on a des acquisitions à faire, et on a des dossiers, on a une dizaine de dossiers sous le coude en permanence. Moi, depuis que je suis au destiné du groupe Limarin, je peux dire que j'ai 10 dossiers d'acquisition en permanence en étude. Mais souvent, il y a une question de vitesse. Parce que souvent, on a Monsanto face à nous, on a Dupont de Nemours, on a Syngenta face à nous. On a toujours plus ou moins les mêmes. Hein. Et donc souvent, bien sûr, il y a le débat du prix. Parfois, on n'arrive pas à suivre. Ça nous est arrivé. Mais souvent aussi, c'est une question de vitesse, de prise de décision. Et là, je pense qu'on est capable de prendre une décision très vite du fait de notre processus de management. Et puis aussi, on a après une carte que l'on joue et qui est plutôt une bonne carte, je dirais, c'est que notre mode de management, qui est plutôt consensuel, qui préserve un peu les identités des entreprises, fait que certaines entreprises familiales notamment préfèrent se vendre à Limarin que de se vendre à Monsanto. Pour prendre un exemple. Je ne veux pas personnaliser, bien sûr, le cas de Monsanto, qui est capable d'expliquer sa stratégie par lui-même, mais voilà, on est un peu dans un débat, souvent de nous, on est un peu différent des autres, on a un management différent des autres, on a je dirais une capacité à peut-être mieux intégrer les entreprises qu'un Monsanto qui parfois y va un peu à la hache. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille un peu plus vite, c'est le message que je voulais faire passer. Combien 10 minutes. Bon, donc je vais aller un petit peu plus vite. Donc la gouvernance, donc conseil d'administration, des membres du bureau, un conseil d'administration, ensuite donc des gens qui se réunissent. Le comité de direction étant constitué à la fois de directeurs de branche et puis de directeurs de holding, puisque bien sûr, dans un groupe comme le nôtre, on a une direction des ressources humaines, une direction financière, une direction du développement, une direction scientifique. Donc on réunit ces gens-là au sein du conseil, du comité de direction. Bon, je vais peut-être passer après, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, une photo de notre conseil d'administration. Alors, je voudrais quand même corriger un effet un peu qui peut peut-être vous apparaître un peu trop marqué, qui pourrait laisser supposer que nous n'avons que des hommes dans le conseil d'administration. Alors, je vous rassure, depuis décembre dernier, nous avons 2 administratrices. Alors, on n'a pas encore fait de photo, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous la montrer. Mais là, je vous promets que la prochaine fois, vous aurez des femmes sur la photo. Donc nous avons 2 administratrices, et on le doit d'ailleurs à notre président, qui a souhaité effectivement, alors même si ce n'est pas très facile, parce que je le dis sous forme de plaisanterie, mais ce n'est pas très facile, parce que malheureusement, la majorité des agriculteurs sont des hommes. Donc on ne peut pas forcément aller chercher beaucoup d'agricultrices, parce qu'il y a peu d'agricultrices finalement, au sens je dirais, légitime pour être membre du conseil d'administration. Mais nous en avons donc depuis décembre dernier 2 qui sont donc dans le conseil d'administration. Je voudrais aussi dire que nous avons un adhérent qui est un dirigeant du groupe. Le conseil d'administration a créé une section particulière pour les dirigeants qui élise un membre au sein du conseil d'administration comme représentant du monde des salariés. Bon, là je passe, c'est un exemple, hein, la branche grande culture, pour vous montrer qu'il y a un tandem aussi. Donc Joël Arnaud, agriculteur, et Bruno Carrette, qui est membre du comité de direction, donc qui préside quelque part aux destinées de la branche grande culture. Et je pourrais vous montrer, branche par branche, évidemment, la même chose. Là, je dirais l'organisation de la coopérative, même chose. Je suis le directeur général de la coopérative, un peu, je dirais, par construction de notre dispositif, mais il y a quelqu'un, donc dans le cas présent Damien Bourguerel, qui préside donc aux destinées opérationnelles, on va dire, de la coopérative. Alors, peut-être un mot quand même, puisqu'il me reste encore quelques minutes. L'actionnaire Limagrin, ou l'adhérent Limagrin, il a donc une triple fonction. Il a une fonction, bien sûr, d'actionnaire,
Et dans ce cadre-là, donc, il souscrit des parts sociales. Alors, les parts sociales dans une coopérative, elles sont souscrites au prorata de l'activité de la coopérative, au sein de la coopérative. En d'autres termes, le capital est variable. Chaque année, on réactualise le capital en fonction de l'activité de l'adhérent. Plus il a d'activité, plus il a de parts sociales. C'est mécanique. Il y a un calcul automatique qui se fait. Et donc, au 30 juin de chaque année, on réactualise le capital social, c'est-à-dire qu'on leur rembourse éventuellement une partie de leur capital social s'ils ont baissé en termes d'activité. On leur demande de souscrire des parts sociales supplémentaires s'ils ont donc une activité supplémentaire. Et il y a un calcul très savant, culture par culture, pour déterminer le nombre de parts sociales. Spécificité d'une coopérative, c'est un homme égale une voix, c'est-à-dire quel que soit le nombre de parts sociales, ça ne lui donne pas plus de pouvoir en termes de pouvoir au sein de la coopérative. C'est toujours un homme égale une voix, quelle que soit la taille de l'exploitation, quel que soit le nombre de parts sociales. Ça, je crois que c'est un élément très important de notre organisation. Et alors, autre élément qui peut vous surprendre, c'est qu'il n'y a pas de revalorisation du capital. On rentre pour 100, pour une valeur de 100, si je prends cet exemple-là, 30 ans après, on ressort avec une valeur de 100, si on est resté constant sur toute la période. Donc, ce n'est pas au travers de la revalorisation du capital social que l'adhérent peut espérer faire un bon coup. Il a une rémunération qui est notamment sous forme de parts sociales, d'intérêt aux parts sociales. Donc, il reçoit chaque année, ça c'est l'IMARA le fait depuis toujours, verse un intérêt aux parts sociales. Ensuite, il y a je vais vous expliquer, il y a des ristournes et des dividendes qui sont liés à l'activité, qui viennent compléter ce revenu. Mais l'adhérent, il a un revenu au sein de la coopérative au travers de son activité et je dirais des compléments de revenus liés à son activité. C'est essentiellement je dirais sa rémunération, je dirais l'intérêt d'être adhérent de la coopérative. Alors, il est fournisseur. Chez l'IMARA, c'est bien sûr l'essentiel de son activité. Il produit des semences, il produit du blé, il produit du maïs. Et puis, sous contrat, bien sûr, avec un cahier des charges qui est relativement strict. Quand on est producteur de semences, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu comment se produit, par exemple, du maïs. Vous voyez des rangées de mâles, des rangées de femelles, et puis le pollen du mâle doit aller féconder la femelle. Donc, il faut castrer la femelle parce que sinon la plante s'auto-féconde. Donc, c'est un peu technique. Ce n'est pas complètement quelque chose qui se fait de manière simple. Donc, les agriculteurs ont des cahiers des charges, des dispositifs de semis qui parfois d'ailleurs leur cassent un peu les pieds parce qu'on ne manque pas d'imagination de temps en temps dans nos dispositifs de semis. Bon voilà, donc on lui complique la vie en permanence pour essayer d'optimiser la qualité des semences produites, avec des taux de germination, avec bien sûr des puretés variétales qu'il faut respecter, sinon on ne vend pas les semences. Si on n'a pas des normes, on est amené à certifier nos semences. Si on ne peut pas certifier nos semences, on n'a plus qu'à les mettre à la benne. C'est pas parce qu'on va diviser le prix par 2 qu'on va vendre nos semences. Non, c'est du tout ou rien. Donc on a besoin d'avoir un respect du cahier des charges total. Et puis ils sont aussi un peu clients, puisqu'ils achètent notamment, on leur vend quelques produits phytosanitaires, on leur vend un peu d'engrais, on leur vend éventuellement pour les éleveurs aussi un petit peu d'aliments pour animaux, etc., etc. Donc ils ont aussi une relation un petit peu de client. Voilà, donc le capital de la coopérative, voilà, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, par exemple, pour les semences de maïs, pour un hectare, ils ont donc 200 parts sociales, et 200 parts sociales à 4 €, parce que la part sociale vaut 4 €, donc ça leur fait une souscription de 800 € pour un hectare donc, de semences de maïs produites. Voilà comment se calcule, et vous voyez, selon les productions, vous avez donc un calcul très, très savant, si je puis dire, qui est fait, qui est décidé par, ça c'est une décision du conseil d'administration, que de déterminer le montant des parts sociales par hectare. Alors, un homme, une voix, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que la coopérative est organisée. Alors, chez nous, on est organisé en sections géographiques. Donc, on a 8 sections géographiques. Vous voyez, donc il y en a 5 dans la plaine, il y en a 3 en montagne, puisqu'on a aussi une particularité, c'est un petit peu impliqué dans ce qu'on appelle la montagne, donc un petit peu plus tourné vers les éleveurs. Donc, on réunit chaque année nos adhérents dans des assemblées de sections territoriales. Le conseil d'administration explique la stratégie de l'année au sein donc, des assemblées de section. Et les assemblées de section élisent ce qu'on appelle des délégués de section, qui sont proportionnels au nombre de présents dans l'assemblée de section. Alors, qui sont au minimum de 4, si on prend donc le... Je ne sais pas si ça... Non, ça n'apparaît. Si, ça apparaît. Donc, le nombre de délégués, si vous avez 1 à 60 présents dans l'assemblée de section, ils ont droit à 4 délégués. De 61 à 75, ils en ont 5. Et s'ils en ont plus de 140, ils ont 8 délégués de section. Donc vous voyez que c'est peu proportionnel au nombre de présents.
Et donc ces délégués de section vont ensuite être ceux qui vont donc être présents à l'Assemblée générale officielle de la coopérative, dans lequel notamment on va voter les résolutions et le renouvellement des administrateurs, puisque chaque administrateur est renouvelé tous les 3 ans. Il y a un système, donc il y a 18 administrateurs, 18 agriculteurs qui sont renouvelés, 6 par an, donc par tiers, pour former le nouveau conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunissant ensuite pour élire le président. Le président, lui, il est élu chaque année en fonction donc, de la nouvelle composition du conseil d'administration. Bon, on peut dire que même s'il est réélu chaque année, en règle générale, le président, il est élu pour une période assez longue. Sauf, évidemment, s'il en est décidé autrement. Ce qui peut toujours arriver. Ce qui est déjà arrivé dans l'histoire de Limarin en 1984. Donc, je ne reviens pas trop sur l'implication des administrateurs, puisque je l'ai pas mal évoqué. Nos assemblées de section, j'en ai parlé. On a donc aussi, j'en ai dit un tout petit mot, les clubs de progrès. Les clubs de progrès, c'est un acte volontaire d'agriculteurs qui souhaitent traiter un certain nombre de sujets tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on propose des sujets, et de manière un peu volontaire, les agriculteurs peuvent décider de traiter, en cours de différentes réunions, un sujet plus particulièrement. On a aussi quelques journées thématiques, où on aborde des sujets un peu, par exemple, de technique, d'itinéraires culturaux, par exemple. On a des outils de communication, on a un magazine, on a un infocop qui donne des informations régulières, on a un extranet pour que les agriculteurs puissent éventuellement avoir des réponses à un certain nombre de questions. Et on a aussi, particularité de Limarin, une réunion générale d'information où on invite chaque année tous nos adhérents. Au mois de décembre, ça se fait à la Grande Halle, où là, c'est un peu la fête, si je puis dire, mais où on présente, enfin pour ceux qui ont déjà participé, je crois que vous y avez participé. Bon, donc c'est un peu un moment solennel où on fait un peu, je dirais, un petit peu de communication, parce que c'est quand même de la communication au bout du compte, mais aussi tourner un petit peu vers les institutionnels locaux, puisqu'on invite beaucoup d'institutionnels sur le plan local pour participer à notre réunion. Voilà, AG de club. Alors on a une AG de club de progrès qui traite chaque année un sujet que l'on décide. Alors cette année, par exemple, notre AG club de progrès, on l'a faite en Ukraine. C'était un peu le thème de notre déplacement en Ukraine. On fait des voyages pour les jeunes adhérents. On essaie, alors grand sujet pour nous, c'est la formation, à la fois des adhérents et des salariés. On lance au 1er juillet prochain l'Imarin Academy, qui va avoir comme objectif d'essayer, je dirais, d'animer un peu plus la formation avec des séminaires ou des formations, d'ailleurs, qui vont mélanger les agriculteurs et les salariés. C'est-à-dire qu'on essaie de créer aussi la proximité dont j'ai parlé. On essaie aussi de l'organiser au travers de cette formation. Chaque année, on a un plan de formation de jeunes agriculteurs qui décident de suivre une espèce de formation longue durée avec un voyage en général pour, là aussi, un petit peu plus les impliquer dans la vie de la coopérative et aussi, pour bien le dire, d'identifier les talents qui demain pourront éventuellement rentrer au conseil d'administration. Alors de Limarin ou pas de Limarin, d'ailleurs ça peut être du Crédit Agricole, ça peut être de toutes les coopératives, caisse d'épargne ou je ne sais pas, donc d'avoir un vivier d'agriculteurs capable d'être aux destinées des OPA, des organisations agricoles régionales. Voilà, support de nos communications, donc j'en ai un peu parlé. On participe au sommet de l'élevage aussi chaque année, donc à Cournon. Voilà, et puis peut-être en quelques minutes, et j'en aurai terminé, expliquer l'histoire de Limarin, qui est une succession de choix stratégiques dessinés par des hommes élus, appuyés par des dirigeants choisis. Alors, Limarin 1970, Limarin est né en 1942. Au moment où la France est coupée en deux, il y a des agriculteurs qui ne peuvent plus s'approvisionner en semences au nord de la France, qui décident de créer une coopérative pour multiplier des semences de blé. Ça, c'est le point de départ de la coopérative. La coopérative reste une petite coopérative jusqu'en 1965, date à laquelle elle prend le nom de Limarin, et elle se dit, tiens, mais le maïs, c'est une plante d'avenir. Et donc décide de commencer à faire de la recherche en maïs. 1970, une année un peu difficile où la coopérative a failli passer à la trappe avec des résultats un peu difficiles. Donc 1970, Limarin, c'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 personnes, une coopérative en difficulté. Et puis, un peu de chance sans doute, quelques variétés de maïs qui marchent très bien et qui permettent au groupe de prendre son essor, notamment en vendant des semences de maïs, d'abord dans le nord de la France et puis rapidement dans toute l'Europe, ce
qui a été un peu le point de départ du groupe. Et l'idée d'un conseil d'administration, ou des conseils d'administration, de se dire, mais ça ne va pas durer. Donc il faut qu'on consolide le groupe en n'étant pas que maïs, mais en ayant d'autres semences. Et c'est comme ça que sont nées progressivement un certain nombre d'activités dans le groupe. Alors, pour prendre quelques exemples, en 1975, décision importante, c'est le rachat de Villemorin. Villemorin, c'était une entreprise donc, qui avait connu aussi des hauts et des bas, qui était plus ou moins au bord du dépôt de bilan d'ailleurs. En 1975, le groupe décide de racheter Villemorin potagère. Donc c'est le choix d'aller dans les potagères, et Villemorin a été la décision importante du groupe je dirais, de diversification. Donc vous voyez, c'est un conseil d'administration, on a mis les photos pour illustrer un peu la décision donc, d'un conseil d'administration donc, prise en 1975, qui a été pour nous une étape importante. Ensuite, une deuxième décision importante, c'est le développement dans les biotechnologies. En 1985, on crée le laboratoire de biotechnologie au CESO, d'ailleurs, pour la petite histoire, donc c'est sur le territoire de l'unité de Blaise Pascal qu'a été construit le premier laboratoire de biotechnologie de Limarin, bon, qui depuis a connu un certain nombre de vicissitudes et qui fait que maintenant donc, on l'a repositionné à Chartres. Mais donc nous avons pris cette décision importante parce que les biotechnologies en 1985, c'était tout à fait le début et on ne savait pas très bien encore ce que ça recouvrait. Donc c'est une décision un peu, quelque part, Limarin a été très pionnier en termes de rupture technologique, en termes de vision de l'importance des biotechnologies. Aujourd'hui, on investit 20% de notre recherche en biotechnologie. Autre décision importante, c'est l'achat de la filiale de Shell qui s'appelait Nickerson. C'est finalement la grande décision de Limarin de s'intéresser au blé. Parce qu'on avait donc une toute petite activité blé qui était née en 1942, mais qui avait été arrêtée en 1965 au moment où on avait décidé de tout focaliser sur le maïs. Et les dirigeants de l'époque, de 1990, se sont dit « Oui, mais Limarin ne peut pas être un semencier européen sans être impliqué sur le blé, alors que le blé, c'est la plante majeure de l'Europe. » Et donc on s'est dit comment investir lourdement sur le blé. On a pris la décision d'investir donc, dans la filiale de Shell, donc, qui était une société à la fois anglaise, allemande, française et espagnole. Il y avait 4 sociétés. Ça a été un très très gros investissement pour Limarin. Je peux vous dire que les banquiers ont beaucoup tremblé à ce moment-là. Ils ont toujours tremblé avec Limarin, mais il y a eu quelques étapes un peu difficiles, et celle-là en a été une, puisqu'en fait on a fait un investissement sans avoir trop l'argent à l'époque, donc on a un peu forcé la main à nos banquiers pour faire l'acquisition. Et c'était un investissement extrêmement lourd pour le groupe. Et on avait des ratios endettement sur capitaux propres qui auraient fait qu'il ne faut pas enseigner dans les écoles de gestion, parce que sinon... Voilà, donc ça c'est une première décision. Ensuite, autre décision courageuse, ça a été Jacquet. Alors l'idée là à l'époque, c'était de se dire, si on veut que la coopérative construise une base blé, et alors la Limagne c'est un terroir de blé, mais blé avec du teneur en protéines importante, donc des blés qui est bien adapté à la panification, on a décidé donc de racheter Jacquet. Jacquet, c'était un dossier au bord du dépôt de bilan, là aussi. On l'a racheté pour 1 euro symbolique. Alors, le président va sourire quand je dis qu'on l'a racheté. Alors, c'était même pas 1 euro, c'était 1 franc symbolique à l'époque. Mais on a ramassé beaucoup de dettes. Alors, même si c'était au Syrie et qu'à l'époque, les banques ont accepté d'en abandonner un peu de cet endettement, il n'empêche qu'on avait un dossier très endetté. Et pour la petite histoire, on a quand même mis 12 ans à redresser Jacquet. Donc, ça nous a un peu pesé dans nos développements. Il y a vraiment que maintenant 4 ou 5 ans qu'on a un Jacquet qui est maintenant sur orbite et qui donc nous permet maintenant d'avoir un actif important et stratégique dans le groupe. On a, bon, bien sûr, comme toujours, on a dû restructurer extrêmement profondément l'entreprise. On a fermé un nombre de sites industriels extrêmement important. On a construit une usine en Auvergne, donc celle qui est à Saint-Beauzire. Donc voilà, on a pris des décisions qui ont été lourdes et qui, dans un contexte où les résultats ne le permettaient pas trop, mais on a cette... C'est une des caractéristiques de notre gouvernement, je crois, cette ténacité, cette volonté de tenir bon, même quand les temps sont un peu difficiles. Voilà, et puis ensuite, une décision courageuse, ça a été d'oser aller vendre du maïs et de produire et de faire de la recherche de maïs aux États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est vraiment le territoire du maïs. Le Corn Belt américain, c'est là où se produit. On a plus de 30 millions d'hectares de maïs cultivés aux États-Unis. Alors, on s'est posé la question, est-ce que Limarin a une chance d'aller aux États-Unis, de s'implanter aux États-Unis? Et on s'est dit, si on veut devenir une entreprise pérenne en maïs, on ne peut pas ne pas être présent sur le premier territoire américain. Donc on a un peu bricolé pendant pas mal de temps, et en 2000, on a pris la décision avec un autre compétiteur, un Allemand, KWS, qui était un peu dans la même problématique que nous. Nous, on avait 2% du marché, KWS avait 1% du marché.
on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas la taille critique, qu'est-ce qu'on fait? On a décidé de fusionner sur une base 50-50. Et donc depuis 2000, on est dans l'aventure avec des Allemands pour développer notre activité maïs aux États-Unis. On est parti de 3% de part de marché. Aujourd'hui, on est à 7% du marché. Et 7% du marché, ça fait déjà plus de volume que 15% du marché européen. Donc on est en train de monter en puissance. Et on étonne un peu nos compétiteurs en étant capable de monter en puissance donc, aux États-Unis en maïs. Et puis, alors, il y a le Japon. Il y a donc là aussi une décision courageuse d'aller au Japon. On est les seuls semenciers mondiaux à avoir été capables de rentrer au Japon. Aucun autre n'a réussi à pénétrer le Japon. Nous, on y est rentré par la petite porte en prenant 5% du capital, en restant 20 ans avec 5%, mais quelque part en créant un climat de confiance. Et puis un jour, les actionnaires nous ont dit, bon, bah, écoutez, nous, on a envie de vendre notre entreprise. Bah, tout naturellement, ils se sont tournés vers l'Imarin. Et il n'y a pas eu de débat. Les choses se sont faites toutes naturellement. Voilà, et puis il y a eu une décision aussi importante pour les locaux, c'est qu'on a fusionné avec une autre coopérative, Domagri, il y avait 2 coopératives sur la Limagne, impliquées dans les activités agro-industrielles. On a décidé de fusionner. C'est toujours un processus un peu compliqué que de fusionner 2 coopératives, mais voilà, on a fait là aussi cette fusion, et aujourd'hui, je crois qu'on considère que ça a été une bonne décision. On a investi au Brésil, là encore, donc décision courageuse, parce que le Brésil, on a longtemps aussi réfléchi, est-ce qu'on va au Brésil alors que c'est du maïs totalement différent, tropical, donc on n'a pas du tout de génétique tropicale, donc il faut construire une génétique tropicale, donc on sait qu'on en prend pour 10 ans ou 20 ans avant d'être véritablement un opérateur important au Brésil, mais on considère que c'est aussi important d'être présent au Brésil. On vient d'aller en Inde avec la même objectif. Donc une gouvernance qui permet de mettre en œuvre dans la durée un projet d'entreprise ambitieux, c'est comme ça qu'on se voit, au service de l'homme. Nous, on considère qu'avant le moyen financier, ce sont les hommes qui sont importants, avec une vision partagée, avec donc des décisions collectives, des choix stratégiques, à la fois donc avec un équilibre entre le local et l'international. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Le local ne peut pas vivre si on n'a pas une base internationale. On ne peut pas avoir une base internationale si on n'a pas quelque part des racines fortes et puis un actionnariat stable qui nous donne cette capacité de vision stratégique. Voilà, je crois que c'était mon dernier slide. Donc une gouvernance où l'actionnaire a un rôle déterminant dans la fabrication de la stratégie du groupe. C'est comme ça que je me suis permis de conclure mon exposé. Merci pour votre attention. Merci Daniel. Pour nous, professeurs de stratégie, je crois qu'il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés. On a parlé évidemment à travers les filières de chaîne de valeur. Vous avez vu aussi que la relation particulière que l'Imagrain entretient avec son actionnariat lui permet de se développer aussi, parfois de prendre le temps. Ça a été bien illustré avec l'exemple japonais et puis d'autres mouvements stratégiques. On a aussi parlé de l'international. Donc je crois qu'il y a beaucoup de termes qui ont été abordés. Et à l'heure actuelle, je crois qu'on peut le souligner, hein, l'Imagrain, c'est à la fois un groupe régional ancré dans un territoire, mais aussi un champion international qui doit faire face à des compétiteurs mondiaux. Et je crois que c'est une belle réussite qu'on peut tous souligner. Je vais peut-être inviter le président Foucault, s'il souhaite venir se joindre à nous pour répondre aux questions que j'imagine nombreuses. Et puis on va essayer de prendre quelques questions avant de libérer donc, notre grand témoin, Daniel Chiron, qui après l'Ukraine va reprendre l'avion pour l'Autriche et pour passer quelques jours en Autriche, notamment avec des salariés et puis je crois des adhérents. Donc la séance des questions est désormais ouverte. Alors, bonjour à toutes et à tous déjà. Comment les reprendre? Alors, la première sur la discipline des adhérents. Je crois que la coopérative Limagrain, c'est vrai qu'on a une spécificité dès le départ. On est très peu nombreux. Ça a été dit, même aujourd'hui, coopérative avec 2000 adhérents qui contractualisent, c'est une petite coopérative, y compris dans le paysage français. C'était encore plus petit tant qu'on était Limagrain avant fusion, puisqu'on était en gros 600 adhérents. Sur les 600, il y en avait 450 qui produisaient des semences et les autres qui étaient engagés dans des filières spécifiques blé ou maïs. La question de la discipline dans ces conditions ne se pose pas. La question de la discipline se pose éventuellement sur des marchés, j'allais dire de commodities,
où l'agriculteur a le choix, même s'il est adhérent, entre nous livrer à nous ou livrer à quelqu'un d'autre. À partir du moment où vous avez un contrat semence, vous livrez au donneur d'ordre. Difficile de livrer à quelqu'un d'autre. Quand vous avez un contrat spécifique de maïs semoulier Europlata, vous livrez à la maïserie qui valorise le maïs Europlata, vous ne livrez pas à une autre. Et en blé, c'est la même chose. Donc cette question de la discipline, elle n'existe pas, elle n'existait pas, tant qu'on a été effectivement en situation d'être l'imagrin pré-fusion. Post-fusion, la question se pose. Plutôt que de le gérer par la contrainte, le choix clairement fait par le conseil d'administration, ça a été de dire tous les sujets où on peut contractualiser, la règle, effectivement, c'est le respect du contrat. Je dis bien le respect du contrat. C'est-à-dire que l'agriculteur peut choisir de mettre 25, 30, 40, 50, 100% de sa production en contrat avec nous. Il peut choisir de ne mettre qu'une part, je dis, ça peut aller de 5 ou 10% jusqu'à 100%. C'est son choix. La seule exigence de la coopérative, c'est qu'il respecte intégralement les engagements qu'il a pris. On propose dans le même temps des possibilités de livrer et de travailler avec la coopérative en tenant compte du marché, les prix spot. À la coopérative, si je peux me permettre, et là c'est effectivement le président qui insiste, à la coopérative d'être compétitive. Si elle est capable d'être bonne sur ce marché, elle prendra des parts de marché. Si ce n'est pas le cas, elle ne le fera pas. C'est son problème, ce n'est plus le problème de l'adhérent. C'est un peu différent. Mais je dirais que globalement, dans le Puy-de-Dôme, la question se pose assez peu, puisque nos adhérents sont globalement très fiers de leur appartenance à la COP. C'est qu'ils sont... Si vous en connaissez un certain nombre, vous verrez que quand vous leur parlez de l'imagrin, ils ont tendance plutôt à bomber le torse qu'à baisser la tête. Donc ça veut tout dire. Et derrière, il y a quand même un certain nombre de compléments. C'est que l'agriculteur qui joue le jeu avec nous, il a son montant de capital qui va progresser. Ce capital, certes, c'est un engagement financier, mais il a en contrepartie l'intérêt aux parts sociales, je vais dire comme à peu près toutes les coopératives. Mais il a en plus un retour par les ristournes. C'est loin d'être neutre. Il a aussi une participation pour les dividendes qui viennent du groupe et qui passent par la coopérative. Et le total fait que la rémunération n'incite pas trop l'adhérent à aller voir ailleurs, je dirais. Ça, c'est pour la première partie de questions. La deuxième, parce qu'on en avait trois, c'était la relation de confiance avec le DG. J'avais pour habitude, en plaisantant, je vous rassure, de dire ce groupe, il a comme caractéristique principale que pour le moment, il n'a eu qu'un directeur qui est parti à la retraite. Les autres, parce qu'il y avait un désaccord, justement, sont partis de façon anticipée. Alors, en plaisantant avec mon DG actuel, puisque j'ai la chance d'avoir une relation très claire et très saine, il ne lui reste pas très longtemps, il devrait être le deuxième à partir à la retraite. Il n'y a pas trop de mal. Non, je plaisante, mais guère. C'est vrai que, vous l'avez vu, le conseil d'administration a aussi comme mission de définir clairement une stratégie. Vous savez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Elle le renforce. Le contrôle permet de renforcer la confiance. Et à partir du moment où vous l'avez vu aussi, dans la présentation qui a été faite, la fréquence de nos rencontres est finalement très forte. Je veux dire, nous, on se voit quasiment toutes les semaines, au minimum 1 ou 2 fois dans la semaine. Le conseil d'administration, les membres du bureau, qui sont les gens qui préparent, y compris la relation avec le conseil d'administration, on se voit au minimum 4 à 5 fois par mois. Sans compter les rencontres partielles où c'est une des branches ou une des business units qui réunit une partie du conseil. Donc, au bout d'un moment, je veux dire, la complicité, parce que moi je le vois plus comme ça, la complicité des gens est telle que s'ils ont quelque chose à se dire, en général, ils se le disent. Alors ça, c'est très important. Notre mode de gouvernance suppose que les gens aient une capacité à 3 choses, très fortes par contre. 1, s'écouter, et accepter d'écouter l'autre, accepter l'idée que l'autre est de toute façon un enrichissement. 2, être capable d'exprimer ces problématiques avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Ça paraît tout bête, mais ce n'est pas un détail. Et 3, c'est, j'allais dire, l'art du compromis. Vous pouvez avoir raison tout seul, ça sert à quoi? Pas grand-chose. Parce que vous l'avez vu, un groupe et une coopérative, par définition, moi je me souviens m'être engagé dans le monde de la coopération parce que je considérais que c'était une opportunité pour mon entreprise personnelle, et c'est toute la complexité. Mon entreprise personnelle pouvait aller au-delà et se dépasser grâce à la coopération.
Et c'est toute l'ambiguïté de la coopération. C'est qu'on reste des entrepreneurs individuels au niveau de nos outils personnels et on est capable de bâtir du collectif. Mais pas du collectif pour essayer de tirer toute la misère du monde. Non, du collectif pour se dépasser, être meilleur et être capable d'apporter chacun à son niveau le plus qui va faire la différence. Si vous êtes dans cet état d'esprit, les choses se passent bien. L'autre chose très importante qui mériterait de prendre le temps de le développer, c'est quand mon directeur a parlé quand Daniel Chéran parlait des PMT. C'est un travail énorme. Le plan moyen terme, il en a parlé en disant ça, on repart des business units. C'est-à-dire qu'on va redemander aux différents patrons des entreprises de remonter leur projet à 3 ans. Ça, c'est analysé dans un premier temps par le CDG. C'est le travail de Daniel Chéran. Ensuite, on a une première semaine de séminaire, ça dure quasiment une semaine, où on va, avec le bureau et les cadres de direction, refaire le tour de tout ce qui a été préparé avec ce projet à moyen terme. On va valider un certain nombre de choses à ce moment-là, on va considérer qu'il est suffisamment mature pour être présenté en conseil d'administration, et on a de nouveau une autre séance d'une semaine, qui en général a lieu en février, où on présente au conseil la totalité de ce travail de fond. On valide à ce moment-là que c'est conforme au choix stratégique fait par le Conseil, et ça donne, j'allais dire, entre parenthèses, une espèce de liberté d'opérer à la direction générale et aux différentes directions sur leur champ de compétences. Et je prendrai un exemple pour illustrer ça. Dans le domaine des potagères, un dossier s'est présenté l'été dernier. Il était parfaitement dans le cadre défini de consolidation de l'activité potagère à orientation recherche pour le secteur de l'industrie, notamment tout ce qui est lié big et autres. Là. La décision a été prise en combien? Le dossier a été bouclé en 3 semaines, et au mois d'août. On peut dire, mais alors ça veut dire que des gens ont décidé tout seuls? Pas du tout. Il était parfaitement dans le programme défini. Quand l'opportunité s'est présentée, on a eu 2 réunions en urgence, où les feux verts ont été donnés très rapidement, parce que c'était prévu. Ça ne choquait personne de donner un feu vert sur une opération qui consolidait un axe qui était considéré comme stratégique pour les potagères. Et donc, ça s'est fait très vite. Ça illustre parfaitement. Et dernière petite chose, et ça, c'est vrai que ça peut surprendre dans le monde d'aujourd'hui, j'ai pour habitude de dire, et mon prédécesseur le disait déjà, nous ne sommes, nous, agriculteurs, que les usufruitiers du groupe. Nous ne sommes en aucun cas les propriétaires. Nous avons donc une obligation simple, rendre le groupe en meilleur état que nous avons hérité. Donc ça suppose qu'on ait effectivement un certain état d'esprit dans la relation à l'entreprise. Ça ne veut pas dire du tout que nous négligeons de quelque manière que ce soit au niveau du conseil la nécessité absolue d'être pertinent économiquement. Ça veut dire que par contre, quand on analyse les résultats, qui sont une nécessité absolue, on peut effectivement en faire un autre usage. D'où cette notion de temps. Et j'arrêterai là. Le pas de temps que nous avons, nous, dans nos entreprises, n'est pas celui du monde d'aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est que quand vous êtes dans les semences, malgré tout ce que ouvre aujourd'hui le champ des possibles, les biotech sont en train de changer le champ des possibles en sélection végétale, entre autres. Par contre, il vous faut encore 8 à 10 ans pour mettre au point une variété. Si vous raisonnez avec des échéances de court terme, comme le vit globalement notre société, vous êtes sûr d'échouer. Notre pas de temps n'est pas le même et il nous faut le garder. On le garde d'autant plus facilement quand on est agriculteur qu'on est les mieux placés pour comprendre nos clients que sont les agriculteurs, où que ce soit dans le monde. Je suis toujours surpris, et encore cette semaine, de la rapidité, malgré la barrière de la langue, avec laquelle on se comprend quand on a nos clients brésiliens, nos clients ukrainiens. On se comprend très vite, on exerce le même métier, avec un environnement différent, mais avec une problématique qui reste fondamentale, c'est qu'est-ce que je peux faire pour optimiser mon complexe sol-climat. Et quand on a fait ça, on se comprend très très vite. Alors, il restait les OGM. On a le temps peut-être pour une toute petite dernière question. Alors, sur les OGM, quand même, on va répondre rapidement. Sur les OGM, la question avait été posée au départ. Je pense que, enfin, si je peux me permettre, ça devient un problème de la société européenne.
J'hésite parce qu'on n'est pas encore suffisamment internationaux au niveau des grandes cultures. Si on réussit notre internationalisation grande culture comme on l'a fait en potagère, ça va devenir un débat européen. Ça ne nous concernera plus en tant que groupe. Notre mission, c'est de répondre à la demande de clients. Aujourd'hui, le marché des 170 ou 180 millions d'hectares d'OGM produits dans le monde, ça dépend quel chiffre on prend, on y a accès. Nous répondons quand c'est possible par des produits OGM, nous répondons par du non-OGM quand c'est interdit. Mais ce n'est plus notre débat. C'est un débat de compétitivité de l'agriculture européenne. Ça, à mon avis, on ferait bien de s'en inquiéter. Parce qu'on est un continent qui a l'illusion que sa sécurité alimentaire est acquise. Et je dis bien l'illusion. Il ferait bien de se réinterroger. Par contre, les choix, ils sont politiques. Et ils sont sociétaux. C'est plus à nous, et c'est en aucun cas à moi, en tant que président de l'Imagrin. Je peux avoir un avis en tant que citoyen. Et j'en ai un, rassurez-vous. Mais je n'ai pas à vouloir l'imposer en tant que président d'un groupe. Ce n'est pas l'objet. Et ça l'est de moins en moins. Parce qu'on a accès au reste du marché. Et que donc les efforts de recherche qu'on fait, on les amortira, si je peux me permettre, sur les segments où c'est possible. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que nous, on est convaincus, en tant que Limarin, que la transgénèse, la création d'OGM, est une technique incontournable du métier d'amélioration des plantes, qu'elle n'est qu'une réponse parmi plein d'autres possibilités techniques, c'est-à-dire que tout n'est pas, on ne peut pas apporter des réponses aux questions qu'au travers de la transgénèse. La transgénèse, ça n'est qu'un élément de réponse parmi plein d'autres techniques. Mais quand on est effectivement américain, si on n'a pas cet outil-là à notre disposition, on n'existe pas sur le marché américain. Il y a 95% du maïs qui est OGM aux États-Unis. Bon, soja, même chose. Alors après, nous, on est convaincus que cette technologie-là, elle est absolument sans danger. Bon, ça, bien sûr, il peut y avoir débat. Tout le monde n'est pas convaincu. Je le sais bien, en Europe, il y a des tas de gens qui vous disent l'inverse. Bon, jusqu'à preuve du contraire, et pourtant, il y a maintenant 170 millions d'hectares de cultivés dans le monde. À notre connaissance, il n'y a pas eu le moindre problème posé au travers de ces technologies-là. C'est tout. C'est la seule réponse que je puis apporter. Si un jour on nous démontre qu'on s'est trompé et qu'il y a effectivement un danger, bon, ben on en prendra acte. Mais encore faut-il, aujourd'hui, nous le démontrer. Nous, on n'est vraiment pas convaincus qu'il y a un danger. Merci. Je crois qu'on peut s'arrêter là et remercier à nouveau Daniel Chéron et le président Foucault.